Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à H7. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour la première soirée de l'Impact européen, organisée par Only Lyon & Co, en partenariat avec les Journées de l'économie, Impact France et également nos mandants, la Métropole de Lyon et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Je suis Emmanuelle Sissoyet, je suis responsable stratégique d'Only Lyon & Co. J'ai été, selon l'expression consacrée, désignée volontaire pour animer cette conférence. Mais je me réjouis sincèrement de pouvoir modérer le panel extraordinaire qui nous a fait l'honneur de venir ce soir. Un panel très diversifié et très inspirant. Et donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir officier ce soir. Sans plus tarder, je vais demander à nos 3 premiers intervenants de monter sur scène pour un mot d'introduction. Et je vous demande d'applaudir Bertrand Fouché, directeur général d'Only Lyon & Co, Cédric Denoyel, président d'H7, et Emeline Baume, première vice-présidente de la Métropole de Lyon, en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de l'achat responsable. Vous vous mettez devant, c'est très bien. Oui, très confortable. Bertrand, je commence par vous. Vous êtes le directeur général d'Only Lyon & Co, le nouveau nom de la DERLI. Pourquoi avoir été à l'initiative d'un tel événement ? 1, 2, 3, voilà. Donc bonsoir à toutes et tous. Je suis super heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. C'est vrai que c'est un très beau panel, mais aussi un très beau panel dans la salle. Alors, Only Lyon & Co, c'est une association qu'on a rebaptisée ainsi en juin dernier, qui est la vieille Aderly de 50 ans et qui s'est donnée pour mission, dans le cadre d'un travail qu'on a fait ces derniers mois, de viser la robustesse du territoire et des entreprises avec 2 leviers. Un premier levier qui est le programme d'attractivité économique, donc le fait de pouvoir attirer des investisseurs et des entrepreneurs pour qu'ils s'établissent sur le territoire. Et un deuxième levier qui est la valorisation du territoire et sa promotion enfin en France et à l'international. Alors pour ça, pour le faire, il y a une dimension qui est essentielle, qu'on a même inscrit parmi nos valeurs, qui est la dimension de la coopération, notamment avec le rôle qu'on se donne de fédérer les acteurs du territoire au service de son rayonnement. Et vous êtes dans le public, je pense, l'illustration de cette diversité des acteurs. On retrouve des institutions économiques comme le MEDEF, Impact France, des entrepreneurs, des dirigeants, des prescripteurs, des territoires, des élus. Des ambassadeurs d'Only Lyon, donc une très grande diversité d'acteurs et nous avons la conviction que c'est l'ADN d'Only Lyon & Co et c'est le faire ensemble qui va nous permettre de valoriser et promouvoir des initiatives. Merci Bertrand. Alors on est dans un moment important pour Only Lyon & Co, mais dans un contexte international un peu particulier avec l'issue des élections américaines qui vont aussi avoir un impact sur nos sociétés. Comment diriez-vous que finalement cet événement ce soir répond à l'actualité internationale ? Alors en préparant, parce que la question avait été soumise, en fait j'ai pensé à 3 lieux et qui donnent 3 perspectives différentes. Le premier lieu, c'est Valence en Espagne ou Givors ici, qui ont connu des inondations majeures avec des centaines de victimes et qui illustrent probablement dans les dernières semaines la rapidité et l'intensité en fait des changements climatiques qui se présentent à nous avec des conséquences dramatiques aussi pour les acteurs économiques. Le deuxième lieu auquel je pense, c'est effectivement l'Amérique du Nord et plus spécifiquement New York. Alors pour ceux qui... voilà, parce que je le dis un peu partout, tout le monde sait que je suis allé à New York il y a 2 semaines avec une délégation de Only Lyon. Et à New York, on a senti, ils pressentaient très fortement l'élection de Trump. Et ils nous ont dit, un des messages qu'on a retenu notamment des New-Yorkais, c'était ça va vous forcer, vous l'Europe, à vous serrer les coudes et à prendre l'initiative. Et le troisième lieu dans lequel je suis allé en vacances la semaine dernière, c'est Bruxelles, parce qu'on a eu la chance de visiter le Parlement européen. Et j'ai pris la mesure là-bas de la puissance, enfin une nouvelle fois de la puissance du projet européen, de ce que nous avions de spécifique à proposer autour de l'engagement pour les transitions, autour de la protection des données personnelles, des enjeux de souveraineté, de la diversité du continent. Enfin, on pourrait multiplier les sujets à partir des valeurs du projet européen à l'infini. Et c'est ce que nous incarnons aussi avec l'initiative Choose Europe, puisque Only Lyon & Co fait partie d'un réseau d'une quinzaine d'agences d'attractivité à travers l'Europe, dont Helsinki et que Clarisse représente ici ce soir. Et pour nous, c'est aussi une petite pierre qu'on amène à la construction du projet européen qui doit nous permettre ensemble de faire face aux enjeux. Et au cœur du projet européen, il y a bien évidemment les entreprises et le thème de la conférence de ce soir, il est en plein ce que nous souhaitons promouvoir, c'est-à-dire
affirmer, valoriser, encourager, soutenir la capacité des entreprises à prendre en compte la question de l'impact au cœur de leur stratégie. Merci Bertrand. Alors Cédric, vous êtes président d'H7, vous êtes notre hôte ce soir. Merci de nous accueillir. On se vous voit maintenant, Emmanuel? Oui, pardon. C'est des petits tics professionnels. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, quelle est la vocation de ce lieu? Bien sûr, avec plaisir. Je suis ravi de vous voir toutes et tous ici. Je suis l'heureux président d'H7. Je dis heureux pour plusieurs raisons, parce que déjà, je suis un fervent supporter de la ville de Lyon. J'adore cet environnement, j'adore cette ville. Et j'ai toujours voulu entreprendre ici. J'ai entrepris déjà il y a quelques années en créant une boîte autour de l'industrie avec CAPSA. Et ensuite, j'avais toujours voulu essayer de créer un lieu sur une carte. Je pense que c'est très important, qui pouvait fédérer des entrepreneurs et fédérer des entrepreneurs autour de sujets divers et variés, et notamment l'impact. Je pense que c'est quelque chose d'effectivement très important aujourd'hui. Je pense que l'entrepreneuriat est quelque chose. Je dis souvent que l'entrepreneuriat est une arme de reconstruction massive. Et je pense que souvent l'entrepreneur est aussi seul face à ses responsabilités. Ces responsabilités, elles grandissent de plus en plus avec notamment ces impacts environnementaux, sociétaux, la façon de gérer son entreprise, la façon de s'occuper de ses salariés, la façon de s'occuper de ses clients, la façon de s'occuper de l'énergie qu'on consomme, la façon de s'occuper de nos voisins, d'essayer en fait d'avoir un impact positif. Et je pense que le fait de créer ce lieu, avec évidemment sous l'impulsion de la métropole de Lyon et de la French Tech à l'époque, c'était un challenge qui me parlait en fait de manière assez simple, et je souhaitais absolument que les entrepreneurs puissent trouver un point sur une carte, en tout cas un endroit dans lequel ils peuvent partager des bonnes pratiques et en tout cas évoluer sur l'ensemble de ces sujets. Tu viens un peu de répondre, mais ma question était pourquoi c'était important pour toi d'être partenaire de cette première soirée de l'impact européen? Parce que déjà j'avais envie que ce bel événement se passe ici. ça me paraissait tout à fait logique. H7 est une ancienne chaudronnerie industrielle. C'est un lieu qui a été fabuleusement rénové par les services de la métropole à l'époque. C'est un lieu qui aime recevoir, c'est un lieu qui aime vivre. On a créé ici plusieurs événements, notamment des festivals de musique. La culture aussi est un formidable outil pour la reconstruction aussi massive, je pense, des publics. Donc le lieu s'y prêtait vraiment, et puis je pense que l'ADN d'H7, c'est vraiment la transition, le partage, la bonne pratique, et l'ensemble des 70 startups qu'on accompagne ici sont aussi ravis de vous avoir, de nous avoir, d'avoir tout ce public ici. Merci beaucoup Cédric. Emeline, alors du coup je vais continuer à tutoyer. Je rappelle que tu es première vice-présidente de la métropole en charge de l'économie notamment, et également administratrice d'Onilion & Co, particulièrement engagée sur les questions d'impact. Qu'est-ce que tu attends de cet événement? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors d'abord, merci de nous être donné collectivement l'opportunité de ce temps fort, parce que comme Emmanuel l'a dit, en fait, vous êtes ici sur un territoire administrativement métropole de Lyon, à peu près 1 600 000 habitants, 30 000 créations d'entreprises par an, 80 000 emplois productifs, un territoire qui a fait un choix politique à un moment, à un temps T, courant juillet 2020, qui était de dire l'équipe en responsabilité, elle a envie d'accompagner la transformation du territoire avec chacune et chacun, individuellement et collectivement, donc avec les entrepreneurs, là où ils en sont, au moment où ils en sont de la vie de leur entreprise. Donc sur les questions d'impact social, d'inclusion, d'égalité femmes-hommes, de faire ensemble, de vivre ensemble, mais aussi sur les questions d'impact carbone et environnemental, autant les sujets eau que canicule, que biodive. Ça a rencontré, comme a dit Bertrand, le pivot qu'a pris l'Agence de développement économique du territoire plus large que la métropole de Lyon. C'est un outil qu'on a en commun avec d'autres territoires et avec la Chambre de commerce et d'industrie pour aussi accélérer la transformation à cette échelle de bassin de vie plus large, mais aussi pour plus et mieux coopérer. Et donc ce soir, ce que je trouve intéressant, c'est que, on met l'impact au cœur de la soirée dans le cadre d'un continuum de temps de débat et de rencontres qui s'appelle les Journées de l'économie, voilà, les GECO. Il y a Pascal Lemairer, son directeur, là, qui est par là. Et deux, on le fait avec, devant vous, enfin, en tout cas avec vous, une communauté d'acteurs, a priori, déjà en mouvement. Et tout l'enjeu, en fait,
tout l'art des équipes de Bertrand Fouché et des hommes et des femmes du service public de la métropole de Lyon qui travaillent avec moi à l'accélération de la transformation des organisations du territoire, c'est vraiment d'arriver à tout tenir, c'est-à-dire renvoyer du positif et valoriser celles et ceux qui sont porteurs de solutions tout de suite, ici et maintenant. Je pense en particulier à celles et ceux qu'on trouve dans un programme qui s'appelle Les Boucles sur l'économie circulaire, et en même temps inciter et accélérer celles et ceux qui, par le biais de conventions des entreprises pour le climat, par exemple, ou par le biais de diagnostics eau ou énergie, voient la lumière et se disent « Ok, là, j'ai du risque, en fait. J'ai du risque sur mon modèle éco, j'ai du risque sur le modèle social de mon orga, puis je me sens pas bien, moi, perso. Il y a plusieurs possibilités. Ok, il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui sont OK pour m'accompagner, quelle que soit la filière d'activité éco et quel que soit mon moment de vie de ma boîte. C'est super rare d'avoir un territoire comme ça. Donc c'est chouette de pouvoir le partager ce soir, et c'est bien de l'éclairer avec des acteurs européens parce que, comme l'a dit notre grand analyste Bertrand Fouché, au regard de ce qu'on a toutes et tous appris aujourd'hui, c'est le vrai bon moment pour que l'Europe n'ait pas peur et ne se dise pas « Non mais ok, mais en fait ceux qui produisent le plus de GES c'est les États-Unis et l'Asie ». Non, non, on a une vraie responsabilité à montrer, à tenir un cap ensemble et à montrer que c'est possible en paix et en démocratie. Je termine là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois. Emeline, vous restez avec nous. Je vous laisse rejoindre votre place. Et puis Bertrand et Cédric, merci beaucoup. Et je vais demander maintenant à nos 7 autres intervenants de monter sur scène. J'appelle Thomas Gauthier, Antoine Denoy, Mathias Navarro, Karine Forien, Pierre-Henri Grenier et Clarisse Bergart à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Voilà, vous avez chacun une place à votre nom, puisqu'on a organisé la séquence par thématique. Et pendant que vous vous installez, quelques petites précisions. On a voulu cette conférence interactive, pratique et inspirante. Interactive parce que vous allez pouvoir, tout au long de la conférence, poser vos questions par SMS grâce au dispositif qui a été mis à disposition par les GECO, et je salue en effet la présence de Pascal Demérère dans la salle. On aura plusieurs moments dans la conférence pour recueillir vos questions grâce à l'aide d'Aurélie et Thibaut. Aurélie d'Onlyon & Co et Thibaut Bagnères, qui est chef de projet Impact à la métropole, qui sont au fond de la salle et qui nous souffleront les questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à participer. On a voulu aussi cette conférence pratique, comme le disait Emeline. Souvent, la question de l'impact, ça peut paraître très abstrait, très compliqué. Et nous, ce soir, on a voulu valoriser, puisque c'est notre métier aussi à Onlyon, de valoriser les bonnes pratiques, de valoriser toutes celles et ceux qui ont des solutions concrètes à apporter, faites à Lyon ou dans la région lyonnaise. Et donc, c'est des institutions, c'est des startups. Vous avez pu les découvrir dans les corners qui sont juste derrière, qui vont rouvrir après la conférence. Mais également, vous pouvez télécharger la boîte à idées, qui est une V1, avec tous ceux qui sont là ce soir, mais qui aura vocation à s'enrichir au fur et à mesure du temps pour mettre en valeur tous ceux qui ont une idée, une solution concrète qui peut répondre à une question d'impact écologique, numérique, social. Et enfin, une conférence inspirante, juste pour vous donner le gimmick de la soirée. On a évidemment voulu une conférence inspirante par le choix de nos intervenants, que je remercie encore, mais également en leur demandant de venir chacun pour commencer leur propos avec une donnée personnelle, une photo, un chiffre, une image, parce que souvent la question de l'impact, c'est une mise en mouvement pour changer une trajectoire, pour changer une situation donnée, et c'est souvent quelque chose d'assez personnel. Et donc, je leur ai demandé chacun de choisir qu'est-ce qui les avait mis en mouvement et qu'est-ce qui avait fait d'eux des acteurs de l'impact. Donc, je commence avec le premier panel, si le jingle veut bien suivre, le panel des experts. Merci, la régie. Thomas Gauthier, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, le premier panel, c'est celui des experts. On a appelé ça comme ça. Thomas Gauthier, donc vous êtes docteur en médecine clinique, professeur à l'EM Lyon, responsable pédagogique du cours Futur durable. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Merci donc d'être avec nous. Pouvez-vous déjà nous expliquer la donnée que vous avez choisie pour introduire votre propos et qui s'affiche à l'écran, que vous voyez en retour écran ici, si c'est assez gros. Super. Merci Emmanuel. Donc, bonsoir à toutes et tous. Alors, la donnée que j'ai choisie, c'est le jour du dépassement,
qui est en fait cette date dans le calendrier qui a ceci de particulier qu'elle change chaque année. Ce n'est pas une date anniversaire comme dans quelques jours, le 11 novembre, pour l'armistice. C'est une date qui change et qui nous indique à quel moment dans l'année, nous, en tant qu'humanité, on a consommé l'intégralité des ressources renouvelables que la Terre nous propose sur une période de 365 jours. Et comme on peut malheureusement s'y attendre, ce jour du dépassement se rapproche de plus en plus du 1er janvier. On n'en est pas encore là. Et je voudrais aller au-delà de ce jour du dépassement qui, pour moi, est important parce qu'il nous signale à quel point il y a une incompatibilité latente entre, finalement, l'agrégat des activités humaines et la biophysique, à laquelle on ne peut pas échapper sauf à vouloir aller sur Mars. Ça va peut-être être possible vu ce qui s'est passé dans la nuit. Moi, j'aimerais aller au-delà et proposer qu'on soumette ensemble une pétition pour avoir dans le calendrier des jours fériés en France le jour du dépassement. Parce que ce serait une date fériée dont on ne pourrait pas dire par avance exactement quand est-ce qu'elle va se situer. Donc imaginez tout le bazar organisationnel pour organiser des commémorations qui n'auraient pas lieu chaque année le même jour, mais ce bazar organisationnel, en fait, il est porteur du sens du jour du dépassement. Donc on vivrait la désorganisation pour de vrai, et pourquoi pas, si on a un jour férié, réfléchir à cette incompatibilité qu'on essaye petit pas par petit pas de régler. Donc voilà, c'est une proposition que je vous fais, si on est assez nombreux. Il y a des soutiens politiques ou pas? Bon, on prend l'idée, peut-être ça sera justement un héritage. Oui, elle est juste... Thomas, en tant que spécialiste de l'Anthropocène, est-ce que vous percevez quand même un soubresaut de nature à donner espoir, à renverser la donne aujourd'hui? Alors, moi, ce qui me donne espoir, et ça va paraître un peu surprenant pour certains parce que ce n'est pas le sujet le plus sexy qui soit, ce qui me donne espoir, c'est le paysage normatif et le paysage réglementaire. Parce que je fais partie, c'est peut-être un peu raccourci de dire ceci, de celles et ceux qui pensent que sans cadre normatif qui nous reconnecte à la biophysique, qui nous réinscrit à l'intérieur des limites planétaires, c'est pas sûr qu'on y arrive. Donc moi, par exemple, je suis admirateur du travail qui a été entrepris pendant des années pour parvenir à une directive européenne qui fait suer un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, la CSRD, dont on appelle, en tout cas certains de leurs vœux, une sorte de moratoire sur son application. Pour moi, ça c'est un véritable signe d'espoir, parce que la CSRD, je me la raconte de façon poétique, c'est une tentative inscrite dans le droit européen et en retranscrite ensuite dans les droits nationaux de connecter la lecture économique et financière de l'entreprise avec la lecture physique et biologique de ses sous-jacents que l'on ne peut pas tenir à distance. Ce qui me donne espoir, c'est la capacité européenne à produire une norme utile, à produire une norme humaniste, à le faire, comme le disait Emeline un petit peu plus tôt, dans la paix et dans la démocratie, parce que la norme, c'est le meilleur moyen d'atterrir dans cette zone sûre à l'intérieur des limites planétaires de façon contrôlée, organisée, réfléchie, apaisée. En l'absence de normes, c'est le bordel. Et vous, je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi professeur à l'EM Lyon. Est-ce que la nouvelle génération que vous formez vous donne aussi espoir? La nouvelle génération, déjà, elle est plurielle, bien évidemment, donc je ne vais pas tenter des généralités. Je vais m'arrêter sur ce qui me donne espoir, c'est ces étudiantes et ces étudiants bien plus connaisseurs que moi, finalement, de tout un tas de sujets liés à ce contexte d'anthropocène et de limites planétaires. Cette capacité d'auto-formation, cette curiosité intellectuelle, je la trouve incroyable. Et en fait, ces étudiants et ces étudiantes arrivent en école de management comme EM Lyon avec une posture critique. Et ça, c'est exactement ce dont on a besoin, de posture critique, d'individus, de futurs entrepreneurs. D'ailleurs, nombreux sont les diplômés d'EM Lyon qui deviennent entrepreneurs. Beaucoup d'ailleurs restent ici sur le territoire métropolitain. Leur posture critique les rend capables de produire des règles du jeu plutôt que de se soumettre. Et ce qui me plaît dans ces comportements individuels et quelque part derrière collectifs, puisqu'il y a des aventures entrepreneuriales qui naissent à EM Lyon de collectifs d'étudiants, c'est qu'ils veulent non pas rejoindre le monde des organisations, ils veulent contribuer à organiser le monde. Et ça me plaît. L'impact, c'est toujours quelque chose qui parfois donne le vertige aussi, même à des gens qui sont très bien intentionnés. Qu'est-ce que vous
dégageriez comme priorité à quelqu'un qui se dit « moi j'ai envie de changer la donne », quel levier, quelle méthode vous avez pu identifier qui pourrait être déjà un premier pas utile? Plus qu'un levier, c'est peut-être une attention de tous les instants qu'on doit, je pense, avoir vis-à-vis de 3 écologies. L'idée des 3 écologies, je ne l'ai pas inventée, on la retrouve notamment dans les écrits de Félix Guattari. L'écologie planétaire, on ne va pas en remettre des tartines, c'est à peu près entendu pour tout le monde, rares sont désormais les climato-sceptiques. L'écologie organisationnelle, ici il y a beaucoup de dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui savent qu'il n'y a pas de projet de transformation sans respect des temporalités, sans respect des dynamiques organisationnelles. Et l'écologie individuelle, le respect de l'écologie du dirigeant ou de la dirigeante qui doit gérer des injonctions contradictoires, qui doit gérer du court terme, du long terme. Moi, j'appelle beaucoup d'empathie pour les dirigeants et les dirigeantes et reconnaître absolument tous les pas en avant qui sont faits. Donc, un terme que je retiens, c'est une attention soutenue à la triple écologie que porte notamment dans le corps professoral à EM Lyon ma collègue Tessa Melconian et d'autres qui se préoccupent de fabriquer peut-être aux côtés des dirigeants des nouvelles formes de leadership. Merci, on va compléter par merci beaucoup par l'intervention d'Antoine. Donc Antoine Denoy, vous êtes le dirigeant d'AXA Climate. On vous suit depuis un petit moment, on a beaucoup rencontré vos équipes et on avait vraiment très envie que vous veniez partager votre vision ici ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'image que vous avez choisie ? Bah alors, déjà, c'est sympa de parler après toi, donc merci, parce que c'était des propos qui étaient hyper en résonance entre guillemets avec ce que j'ai essayé d'exprimer maintenant de manière concrète sur l'adaptation. Donc ça c'est la COP21, donc c'est 2015, c'est Paris, et donc c'était le PDG de l'époque, cette phrase est restée assez connue, qui dit qu'un monde chaud de plus 4 degrés serait impossible à assurer. Et je trouvais le jeu de résonance intéressant parce qu'il y a 2 semaines, il y a Barnier qui prend la parole pour le plan d'adaptation national numéro 3 et qui fixe et qui réitère la trajectoire qu'avait donnée Christophe Béchu, ministre de l'Environnement de l'époque, en 2023, sur le fait qu'il va falloir nous adapter nos territoires, nos entreprises à ce 4 degrés. Donc je trouvais qu'il y avait un jeu de résonance intéressant. Et donc c'est aussi un peu l'anecdote qui a fait que j'ai lancé AXA Climate il y a 6 ans. Je ne vais pas vous embêter du tout avec ce qu'est AXA Climate, mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, quand je lance AXA Climate en marge de l'Empire AXA, donc on est une structure maintenant autour de l'adaptation depuis 6 ans. Donc notre métier globalement, c'est d'expliquer aux entreprises ce qui va arriver en 2030-2050 de manière concrète sur les territoires. J'y connais rien au climat. Je suis vraiment typiquement le petit bobo parisien, un gars de la data et du digital, complètement avec mes ornières. Et donc je ne suis pas éveillé à ce sujet, mais j'entreprends ce qui est devenu AXA Climate pour des raisons d'organisation, parce que je suis sensible à l'époque à la souffrance et à l'aliénation dans le monde du travail, tel que je le vois dans les grandes entreprises, pour plein de raisons différentes, et j'accuse personne. Et donc je lance AXA Climate comme un projet culturel qui permette à chacun, chacune d'être lui-même, elle-même dans le monde du travail et de s'épanouir. Mais en fait, je me lance quand même chez AXA, et donc j'arrive assez vite au sujet de l'adaptation. Et ce que je me disais, pour être le plus utile possible à l'audience, c'est peut-être vous témoigner des quelques apprentissages qu'on a en 5-6 ans de manière accélérée sur ce sujet de l'adaptation, dont tout le monde parle maintenant, heureusement, dont on parlait un peu moins à l'époque, en 2018. Le premier, c'est que l'adaptation, c'est éminemment local. Le risque physique, sécheresse, inondation, j'insiste un peu lourdement, mais il se joue à quelques kilomètres près. Par exemple, le fameux retrait gonflement d'argile, qui est lié à la succession de la sécheresse et des précipitations qui abîment et qui créent des fissures dans les bâtiments. C'est 12 millions de bâtiments en France qui sont abîmés à cause de ça, de particulier. En fait, en fonction du positionnement, de l'hydrologie, de la géologie, de l'histoire du village, eh bien, on en aura des cas dans un village et pas à côté, dans des quartiers d'une ville et pas dans le quartier voisin. Tout est très local. Et même la prévention, la capacité à conseiller un particulier pour éviter des fissures, tu dois couper tes arbres pour éviter l'humidité, tu dois en remettre, dépend éminemment de cette réalité locale. Et donc mon premier message, c'est de dire on va affronter collectivement un enjeu d'adaptation. Le climat change, il va falloir nous adapter. Eh bien, c'est un peu une déconstruction aussi de notre manière de faire, notamment dans les grandes entreprises qui ont l'habitude de centraliser, de planifier. Là, il n'est pas question de planifier, parce que si on cherche à planifier de l'adaptation, on va dire depuis tout le lot de nos organisations, on va faire beaucoup de bêtises. Et on va faire ce que j'appelle la maladaptation. T'inquiète pas, j'ai compris le timing, mais j'ai quelques messages importants à donner pour être le plus utile possible, c'est pour le service de la cause. Si on cherche à planifier depuis le haut, on va faire de la maladaptation. Et la maladaptation, c'est ce qui nous fait peur à tous, c'est déplacer le problème. Et on est très bon pour déplacer les problèmes. L'exemple que je prends souvent, c'est la clim. Il y a encore des centres commerciaux, vraiment des dirigeants de grandes boîtes qui me disent « T'inquiète pas Antoine, il y a des hausses de température, on mettra de la clim ». Le problème, c'est que la clim, c'est de l'air chaud pour le voisin, pas sympa, vous en conviendrez. Et puis, ça nécessite de l'énergie fossile, et donc ça aggrave le problème initial.
Ça, c'est typiquement un déplacement de problème. Et il y a beaucoup de trajectoires de décarbonation de nos entreprises qui déplacent le problème sur la biodiversité, l'azote, l'usage des sols et l'ensemble des autres cycles naturels dont on a parlé juste avant. Et donc, comme on est éduqué, formé un peu dans notre culture et dans nos études à découper des problèmes en petits problèmes et à être en mode problème-solution, en fait, on risque de faire beaucoup de bêtises en adaptation si on n'a pas ce respect, cette position indirecte vis-à-vis des acteurs locaux et de dire, en fait, notre job, c'est pas d'expliquer à Tartampion ce qu'il doit faire pour sa maison, son entreprise, dans tel ou tel territoire, mais c'est de faire en sorte de développer ses capacités à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le premier point hyper important sur le local. Le second point, c'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde parle de résilience. Je pense que tu ne me diras pas le contraire, mais personne ne la modélise. C'est-à-dire le grand absent de tous les comptes d'exploitation de toutes les boîtes en France, je caricature, je simplifie, désolé, c'est la résilience n'est pas modélisée. On sait optimiser les flux, on sait rendre des logistiques hyper en flux tendu, on sait globalement optimiser l'ensemble des flux humains, financiers d'une entreprise, on sait assez peu faire de la résilience. La preuve, c'est quand il y a un petit navire qui se bloque dans le canal de Suez, 20% du commerce mondial est à plat pour un petit bateau qui s'est bloqué quelque part dans le monde. Donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène à dire que la vraie transformation des entreprises, c'est d'accorder et de modéliser de la résilience. Exemple hyper concret, réel. Quand je rencontre des patrons industriels, je leur dis tu devrais réfléchir, quand tu es notamment en Pyrénées-Orientales, dans le bassin méditerranéen, aux pics de sécheresse, je leur dis tu devrais mettre un système de traitement fermé de l'eau dans ton usine de manière à pouvoir la récupérer. Réponse typique d'un patron industriel, souvent d'ailleurs accompagné du financier, tant que le prix de l'eau reste à quelques centimes, je ne vais pas m'embêter, franchement j'ai aucun TRI, j'ai aucune rentabilité. Ça c'est vraiment le raisonnement de manière simplifiée, classique, dans les entreprises classiques. Le vrai enjeu, l'approche par risque, dont on faisait référence tout à l'heure, c'est de dire est-ce que tu as modélisé le nombre d'arrêtés sécheresse qui risquent de tomber dessus dans cette région dans les 10 prochaines années? Est-ce que tu as calculé le coût d'un arrêt de production dans ta ligne de production? Et tout d'un coup, c'est des millions. Et tout d'un coup, en fait, le raisonnement financier change et on se dit en fait, il faut investir parce qu'en fait, il y a un enjeu de résilience à moyen et à long terme. Donc il faut aussi qu'on change notre façon de prendre nos décisions dans les entreprises pour accorder du prix au risque d'une certaine manière et de la valeur à la résilience. Et puis le dernier point qui me donne beaucoup le sourire et d'optimisme, parce que je suis comme toi, je ne sais pas si tu es un optimiste, je ne te connais pas assez, mais tu as eu un discours d'optimisme, c'est qu'en fait l'adaptation c'est une formidable excuse à la coopération. En fait, moi je suis un petit gars du digital et on me bassinait il y a 15-20 ans avec la notion de coopération, notamment les GAFA qui venaient nous parler de ça. Ça n'a jamais existé, pour être très très réaliste, parce qu'on n'avait pas vraiment de raison de collaborer. Là on a une vraie raison, c'est la réalité physique. Quand vous êtes sur un bassin versant, on accompagne des coopératives agricoles et qu'on doit faire des économies d'eau, eh bien à un moment donné, les deux coopératives doivent bosser ensemble. On doit participer à une même réalité du territoire. Et donc le geste de l'adaptation, c'est fondamentalement un geste de carte. Ça ne suffit pas à bouger, mais c'est fondamentalement prendre nos territoires, projeter ce qui va se passer 2030-2050, mettre des acteurs en commun et essayer de dépasser les postures. Essayer de dépasser l'agriculteur un peu furax contre le militant écologique à côté, le patron industriel qui ne fait pas attention et le maire qui veut juste défendre ses habitations. Donc tout ça, c'est un enjeu de coopération. Il y a plein d'exemples dans le territoire de coopération, mais ça va nous apprendre à coopérer. Donc, in fine, longue réponse, mais pour répondre à cette question de l'assurabilité, auquel je reviens, parce qu'avec Saclamette, on a à peu près 250, on fait tout sauf de l'assurance, beaucoup de formations de conseil. En fait, on revient à l'assurance pour pas que ce soit la honte d'être chez AXA. Donc, on revient à cette logique d'assurabilité, et on se dit, mais en fait, c'est quoi un assureur qui fait son boulot sur l'adaptation? C'est hyper compliqué, pour deux raisons. Parce que c'est la transformation de tous les acteurs, dont nous. C'est on est devenu très stateux, très financier. Donc on a perdu l'intelligence métier des secteurs qu'on accompagne, souvent. Donc quand il faut accompagner des changements de pratiques agricoles, des changements de traitement d'eau, on est un peu bloqué parce que nos actuaires, ils ne regardent pas le passé, ils ne savent pas très bien et ça crée un peu de peur. Le deuxième blocage, c'est qu'on est très fragmenté. C'est-à-dire quand on souscrit un risque pour un panneau solaire, on va souscrire du rendement agricole à côté, on ne va pas forcément, nous, assureurs, tirer le fil de la résilience. Et donc, mon hypothèse de travail, je te relaisse la parole, je te promets s'il y a une dernière question, c'est de dire que pour que l'assureur réussisse à faire son rôle dans l'adaptation, il faut qu'il modélise de la résilience, il faut qu'il revienne à une mutualisation des risques locales, interco, bassin versant, département. C'est la seule façon de retrouver de la confiance et de modéliser des vrais bénéfices induits entre acteurs. Donc c'est un vrai challenge. Ce n'est pas du localisme, on va dire, d'autarcie extrême droite, c'est vraiment une autre articulation locale, globale, où le capital doit aller se donner au local et respecter les acteurs locaux et la mutualisation de leurs risques. Et justement, comment vous allez accompagner ça? Vous êtes déjà en train de le...
Alors, nous, on a plein de frustrations, beaucoup d'optimisme et de frustration, parce que nous, notre job, c'est de faire travailler des scientifiques. Donc, on prend des cartes, on met le climat, la sécheresse pour des usines, des parcelles agricoles, etc. Notre première frustration, mais ça bouge, hein, je reste optimiste, c'est qu'en fait, quand on fait ça pour des boîtes, souvent la boîte la garde pour elle. C'est un non-sens. Quand on bosse pour des opérateurs, on bosse beaucoup pour des grandes entreprises, le premier réflexe qu'on essaye d'insuffler, c'est partage à ton voisin, partage au maire local, partage aux habitants, partage à France Nature Environnement. Parce qu'en fait, tu as payé beaucoup d'argent pour des études AXA Climate, et en fait, ce n'est pas juste pour la beauté du geste de partager, c'est juste que l'adaptation de ton entreprise, tout le monde s'en fiche. Tu ne vas pas la réussir. L'adaptation de la Poste n'a aucun sens. Ils peuvent mettre des barrières inondations sur leur bâtiment. En fait, si la route tombe, si le transport tombe, en fait, ils auront des fermetures d'usines, des fermetures des temps de travail perdus pour les postiers. Et donc, en fait, l'adaptation étant collective, on essaie vraiment d'amener ce geste de partage, et c'est pas facile. Donc, on est en termes de maturité, je pense que les boîtes ont compris qu'il y avait un problème. On en est maintenant à se dire comment on partage à son voisin et comment on trouve des solutions. Et une dernière question avant de passer aux questions du public. Il est peut-être un peu tôt pour répondre, mais effectivement, on a vécu les inondations en France, effectivement à Valence. Mais les entreprises qui viennent vous voir, est-ce qu'elles viennent vous voir parce qu'elles sont convaincues qu'elles doivent se mettre à l'impact ou parce qu'elles ont déjà elles-mêmes expérimenté un risque majeur et qu'elles ont envie de l'éviter pour la suite? La question, ce qui est intéressant, c'est de montrer quel est le ressort derrière des fois les prises de conscience. Il y a de tout et c'est chouette. Et moi, je suis devenu fan de diversité. J'aime bien que les Américains mettent plein de blé sur la technologie, que les Chinois aient leur façon de faire, qu'il y ait une singularité européenne, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Donc il y a des entreprises qui bougent parce qu'il y a des dirigeants qui bougent. Il y a plein de gens de la CEC, Convention des entreprises pour le climat, dans l'audience. Ça, c'est une transformation du cœur. Il y a des entreprises, il y a des dirigeants qui se transforment par la finance et le risque. Il y a de tout. Il y a la réglementation qui fait aussi son rôle. Et donc, il y a tous les ressorts. Valence, ce qui s'est passé, et ce qui est important aussi d'expliquer, on revient à la logique physique. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une petite loi qui me permet de frimer en termes de science, mais que j'en ai pas beaucoup d'autres, qui dit que plus vous avez de sécheresse, plus vous avez d'évaporation, donc plus de vapeur d'eau. Et donc la réalité qui s'applique de manière générique sur nos territoires, c'est de dire qu'il va moins pleuvoir, mais quand il va pleuvoir très dru et très violemment. Donc malheureusement, tout ce qui se passe à Valence, etc., sont des éléments sur lesquels on alerte déjà les dirigeants depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des précipitations beaucoup plus importantes. Et malheureusement, en effet, ça fait partie des choses qui arrivent, c'est quand on voit le mur qu'on réagit. Moi, j'ai la chance de passer toute la journée demain à Saint-Omer. Ils ont eu des inondations, vous le savez, très malheureuses en 22-23. Les nappes sont déjà pleines et l'hiver arrive. Et donc il y a beaucoup d'inquiétudes en local. Et donc là, on est dans des territoires qui vont être peut-être plus que d'autres à même de changer les règles du jeu sur comment on organise différemment le monde, pour reprendre tes mots, pour s'en sortir, parce que là, c'est un enjeu vital. Et quand on prend le territoire de Saint-Omer, je ne vais pas vous déprimer, mais il y a à la fois les précipitations et puis il y a le trait de côte qui monte. Le Pas-de-Calais, c'est un pôle d'air, moi je l'ai appris aussi, tout beau parisien que je suis. On a une partie du territoire qui est en dessous du niveau de la mer. Jusqu'au XIIIe siècle, la mer allait jusqu'à Saint-Omer, à 40 km dans les terres. Et donc il y a des enjeux existentiels aussi, dans un contexte de réindustrialisation à Dunkerque, avec du nucléaire, de la méga-batterie, de la sidérurgie massive. Donc il y a des enjeux hyper importants et on commence maintenant à affronter la gravité de ce qui va arriver. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais me tourner vers mes complices du fond de la salle. Aurélie et Thibaut, est-ce qu'il y a des questions pour le panel? Oui, il y a une question tout d'abord pour Thomas à propos des étudiants. Quelle est la vraie part de ceux qui sont sensibles aux enjeux environnementaux? Et je vais la grouper avec une question sur l'éco-anxiété, en fait, dont on entend pas mal parler. Donc, en fait, les étudiants, ceux qui sont vraiment finalement conscients de ça et ceux qui vont vraiment, enfin, qui ont peur de ça. Donc, est-ce que vous avez déjà des réponses à nous apporter là-dessus? Alors, le sujet de l'éco-anxiété, c'est une réalité indéniable dans la population étudiante. Je vais être un peu plus précis. Les étudiants que je fréquente sont de deux types. C'est soit des étudiants et des étudiantes qui viennent de démarrer le programme Grande École à EM Lyon. Donc, en gros, ils ont fait 2 ou 3 ans de prépa ou alors ils ont un premier diplôme universitaire et ils arrivent dans un niveau master à EM Lyon. Ils ont 21 ans. Dans cette population, à la louche, je vois pas mal d'étudiants, quelques centaines par an. Je ne peux pas avoir des statistiques précises. Néanmoins, sur une classe de 42 étudiants, ce qui est l'effectif moyen d'une classe en première année à EM Lyon, je ne serais pas surpris qu'il y ait 10%, 15%, parfois un peu plus, d'éco-anxieux, c'est-à-dire des étudiants et des étudiantes qui, malgré la pluralité des futurs possibles qu'on leur fait découvrir, c'est-à-dire que
peut-être qu'ils et elles arrivent avec un état d'esprit qu'on va qualifier de collapso. Malgré les futurs pluriels qu'on leur propose, eh bien, il y a une réceptivité à ces autres futurs qui est très limitée. Comme si, pour ainsi dire, ils et elles avaient intériorisé une forme de futur officiel dont on ne pouvait plus sortir. Ce qui est utile dans ces cas-là, je ne suis pas psychologue, loin de là, c'est de faire travailler en collectif, évidemment. Le pire pour quelqu'un qui a des signes d'éco-anxiété, c'est de se retrouver privé de liens, privé de structures de soutien. La découverte ou les découvertes que l'on peut faire au contact des publications du GIEC pour celles et ceux qui les lisent, ou même la relecture du rapport de Limits to Growth 1972, ne doit pas se faire seul. Ce n'est pas une démarche intellectuelle qu'il faut encourager comme un effort solitaire. Ça peut être violent, ça peut être brutal, et pour aller derrière ou après le sentiment, la posture de fataliste, pour aller vers une forme d'optimisme lucide, il me semble que le seul moyen, ou le plus efficace en tout cas, c'est de le faire collectivement. Je ne vois pas des signes d'éco-anxiété disparaître lorsque la personne malheureusement frappée par ceci continue d'être seule et de ne pas partager finalement ces découvertes. Sachant qu'en plus, ces effets de bulles informationnelles ne font que renforcer la dureté des signaux que cette personne reçoit. Et donc il faut être quand même sacrément, je dirais, peut-être solidement ancré dans une communauté pour pouvoir faire face. Tiens, je te le donne quand même. Bah, nous, on a le sujet, hein, c'est qu'on a beaucoup de... Là, je parle du monde du travail, mais on a quand même des jeunes un peu qui sortent probablement de tes écoles. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé exactement des communautés où il y a un temps de partage sur le réel, en fait. Parce que le vrai enjeu, c'est le réel. Et c'est pour ça que je suis content que tu aies repris ton smartphone, alors que tu l'avais abandonné il y a 2 ans, je l'affiche. Parce qu'il y a un enjeu aussi, il y a un lien entre l'écran et l'écologie qui va vous paraître un peu lointain. Mais l'écologie, c'est d'abord une question de regard sur ce qui nous entoure, les pigeons, les platanes, ce qui nous entoure. Et donc, le lien, il passe quand même autre chose que par l'écran. Et donc c'est une capacité à remettre des liens humains aussi dans le monde de l'entreprise, ce qui n'est pas évident, on est des quotidiens agités, mais c'est comment on recrée des communautés qui partagent sur ce qu'ils vivent, et la manière, notamment à Valence, il y a une communauté qui s'est montée pour partager ce que ça provoquait chez les uns, chez nous, chez Climate. Et ça aide beaucoup, donc aussi dans le monde de l'entreprise. Super, merci. Thibaut, une autre question? On a plusieurs questions sur le coût de l'assurance, donc je vais en prendre 2. Est-ce que la prise en compte du risque par l'entreprise pour abaisser les coûts d'assurance et peut-être changer le modèle économique d'un assureur tel que vous? Et la deuxième en lien, a-t-on un ordre de grandeur de l'augmentation des cotisations liées aux catastrophes naturelles sur les 10-20 dernières années? Alors, c'est normal de poser la question, et ce n'est pas mon expertise, mais je vais essayer de vous faire la réponse la plus franche possible. La réalité, c'est qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde des particuliers et le monde des entreprises en assurance. Dans le monde des particuliers, en fait, c'est du para-étatique. C'est-à-dire que depuis 1982, on est beaucoup mieux équipé que d'autres pays européens. On a une caisse nationale de réassurance sur les catastrophes naturelles, ce qui fait que le prix de la prime est bloqué au national. C'est-à-dire que vous prenez par exemple une assurance habitation, que ce soit Maïf, AXA, Covea, vous faites votre pricing, vous rajoutez 20% pour les inondations, vous ne pouvez pas être au-dessus. Donc en fait, on a un régime qui est fondamentalement de péréquation, de justice, et l'enjeu, il y a eu des rapports qui ont été donnés dessus, c'est de garder cette justice de manière à ce qu'il y ait une équité, qu'il n'y ait pas de problème d'assurabilité. Personne en France a des problèmes d'assurance habitation. Vous avez quelque chose que personne ne connaît, mais qui permet in fine, c'est le bureau de transfert, je ne me souviens plus son nom, c'est un acronyme, ouais, merci, sympa. Et si vous n'avez pas d'assureur, vous allez les voir, et il prend le meilleur prix et vous trouvez un assureur. Et ça va continuer. Donc ça va être un dialogue, en fait, pour reprendre votre coup, c'est que l'évolution des primes va être beaucoup fonction du dialogue État-assureur privé. Le monde des entreprises, là, c'est plutôt le Far West. C'est-à-dire que là, il y a une vraie agilité. Et donc c'est pour ça que nous, on accompagne les grandes entreprises. Mais le monde où l'assureur peut dire « change ton comportement », parce que tu auras une évolution sur la prime, il n'est pas encore là pour une réalité économique. Je ne vais pas vous embêter avec le système de l'assurance, mais il faut des grosses capacités pour assurer des grosses entreprises qui ont des gros pépins, c'est des millions d'euros. Et donc c'est souvent un courtier et plein d'assureurs qui partagent le risque. Donc il n'y a pas encore la systémie de marché pour qu'on puisse en effet dire l'usine que tu fabriques là, il faut qu'elle soit aux normes, sinon on n'assure pas. Il n'y a pas de réalité, ça ne peut pas exister là à très court terme. Et donc l'enjeu, c'est de mettre le paquet sur la prévention. Nous, notre métier, c'est de la formation du conseil. Et peut-être qu'avec cette assurabilité territoriale, on va retrouver une maille où il y aura quelque chose qui pourra se jouer.
Moi, mon rêve, c'est qu'à Saint-Omer, on dise, il y a des poules d'assureurs locaux qui se mettent ensemble et qui disent aux promoteurs, aux constructeurs, on bosse ensemble pour que les bâtiments soient adaptables quand ils sont construits, ce qui n'est encore pas le cas. Et qu'on arrête un peu avec la machine à laver du chiffre d'affaires artificiel entre le promoteur, le constructeur, l'assureur, quand il y a une inondation, on reconstruit à l'identique. Je suis caricatural. Mais donc je crois beaucoup à la logique locale pour arriver à éviter ces discussions difficiles sur le coût in fine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci vraiment. Je vous propose de rester avec nous, même si je sais que vous devez partir, mais s'il y a une autre question avant que vous partiez. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Thomas, vous restez avec nous, si ça ne vous dérange pas, parce qu'il y aura peut-être d'autres questions. Et on passe au deuxième panel, celui des entreprises. Alors Mathias Navarro, je vais commencer par vous. Vous êtes, je ne sais pas où me mettre, pardon, je ne suis pas professionnelle. Vous êtes fondateur de Redman, aussi également administrateur d'Impact France. Merci d'avoir fait le déplacement également comme Antoine exprès pour nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la donnée que vous avez choisie également pour commencer votre introduction ? Alors, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. La donnée que je voulais mettre en avant, c'est le chiffre de 70%. C'est le pourcentage de déchets en France, tous déchets confondus, individuels et entreprises, qui sont liés à l'industrie du bâtiment. Donc, c'est un chiffre hors norme qui m'a beaucoup choqué quand je l'ai connu, mais comme beaucoup d'autres chiffres finalement de cette industrie, et j'aurais pu en choisir d'autres, parce que cette industrie, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 40% des matériaux utilisés, c'est 40% de l'énergie utilisée, etc., etc. Et pour même terminer, c'est entre 1,5 à 2 tonnes de CO2 par mètre carré construit. Donc c'est tout cet aéropage de chiffres extrêmement important, qui fait qu'il y a quelques années, ayant monté une société dans le monde de l'immobilier, on s'est mobilisé pour changer cela à notre échelle, et en tout cas pour essayer de dresser et tracer un chemin de nouvelles pratiques dans ce domaine. Exactement, comment vous avez fait quel est votre positionnement? Parce que c'est vrai que l'immobilier, on l'associe encore assez peu aux notions d'impact. Qu'est-ce que vous portez comme changement? Quelle est la vocation qui vous anime aujourd'hui sur ce secteur-là? L'immobilier, c'est un secteur un peu capricieux, je dirais. C'est un secteur qui vit depuis des décennies des plutôt belles, voire grasses années. Et qui, en plus, dans sa production, ne répondait pas spécialement directement à un besoin. C'est-à-dire que là, on parle de crise du logement actuellement, mais ça fait des années, voire des décennies qu'on est en crise du logement, et pourtant, le secteur se portait extrêmement bien jusqu'à il y a 18 mois. Clairement, il se porte beaucoup moins bien depuis 18 mois, 18-24 mois, mais ça a été des très belles années, mais qui ne répondaient pas en plus à ce besoin directement. Et pourquoi je dis que c'est capricieux? Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a un besoin fondamental de changement, et c'est un secteur un des seuls, je dirais, qui bénéficie d'un plan B. On a un plan B, il y a tout à refaire dans les villes, tous les bâtiments, quasiment 90% des 37 millions de logements en France sont à refaire, 90% des bâtiments publics sont à refaire, etc. etc. Donc c'est un secteur qui dispose d'un plan B, mais ce plan B nécessite de transformer les pratiques, transformer tout ce qui existait jusqu'à présent et fonctionnait, et ça c'est très compliqué. Et donc oui, il y a une difficulté à avoir de l'impact dans le secteur de l'immobilier, mais il y a la voiture-balai de la réglementation qui est quand même assez fort, enfin qui normalement doit être assez fort parce qu'il est quand même assez remis en cause, mais vous avez tous entendu parler du fameux ZAN, de la RE, des DPE, etc., etc. Tout ça sont des sujets qui mettent normalement en mouvement l'industrie, mais qui, quand on arrive dans le dur, sont remis en question comme ils le sont remis en question aujourd'hui. Donc,
je dirais, l'industrie, elle peut avoir la capacité de bouger, mais c'est remis en cause et nous, on fait partie des boîtes qui poussons plutôt parce qu'on pense qu'on peut aller, et je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la réglementation sous toutes ses formes qui va faire bouger les pratiques. Et du coup, je prends la casquette de patron de boîte, mais on s'est mis en mouvement il y a plusieurs années maintenant, il y a 7-8 ans, vraiment au lendemain de la COP 21, pour essayer de transformer notre modèle et donc se doter d'une raison d'être et de tracer un chemin qui nous a amené vers la certification B Corp. On a été le premier promoteur en France à obtenir cette certification B Corp et changer vraiment l'ensemble de nos pratiques en introduisant dans notre quotidien les sujets de ZAN, les sujets d'abandon d'opérations qui ne répondaient pas à des critères qu'on souhaitait extrêmement importants, et puis se tourner petit à petit avec un chemin vers la transformation des actifs et même la transformation de notre métier. Nous, on veut demain être un producteur, on n'est plus promoteur, on veut produire des espaces. Cette production, elle va se faire sous forme de construction quand c'est nécessaire, mais sous forme de réhabilitation, de transformation des usages dans un bâtiment qui existe, etc. etc. Donc vraiment se coller aux besoins des gens, aux besoins des territoires. Et j'ose le dire, ce n'est pas forcément le cas au quotidien de la grande majorité des acteurs. Et il y a une limite extrêmement faible entre l'immeuble qui est vraiment un impératif, un besoin pour un territoire, et un immeuble qui ne sert à rien. Merci. Justement, quand on parle d'impact, parfois il y a l'idée que finalement suivre une voie d'impact, ça peut fragiliser une entreprise, ça peut avoir des coûts. Comment vous expliqueriez ça aux entreprises qui sont dans la salle? C'est quoi votre espoir là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut changer? Alors oui, ça a des coûts, bien évidemment. Il y a ce qu'on appelle à Impact France la prime au vice. La prime au vice, c'est l'avantage concurrentiel qu'on a à faire mal. Je le prends dans mon industrie. Quand on veut faire du réemploi de matériaux, on travaille beaucoup sur le sujet du réemploi de matériaux, ça coûte toujours aujourd'hui moins cher d'aller passer commande à droite ou à gauche de neuf sur du faux plancher, sur des fenêtres, sur tout ce qu'on veut. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide et c'est plus simple. Et ça coûte beaucoup plus cher souvent. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire avec du réemploi de matériaux. Et pourtant, c'est parfaitement nécessaire. Et donc, il faut absolument trouver les mécanismes qui permettent de rendre attractif, de rendre finalement possible le fait de faire les choses bien et du coup de leur donner et de passer de la prime au vice à la prime à la vertu. Et il y a beaucoup d'exemples dans mon industrie, mais j'imagine dans toutes les autres, pour pouvoir actionner ces leviers. On fait aujourd'hui, par exemple, la rénovation de bâtiments pour essayer de transformer, par exemple, des immeubles de bureaux en immeubles de logement. Je ne connais pas les chiffres pour Lyon, mais à Paris, il y a 5,5 millions de mètres carrés de bureaux vacants. 5,5 millions, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Qui sont autant de capacités pour être transformés en logement, mais aujourd'hui ça ne se fait pas pour 1001 raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que la TVA à la sortie sur ces bâtiments, c'est de la TVA à 20% sur les logements aujourd'hui. Donc les travaux coûtent extrêmement cher et en plus on applique une TVA de 20%. Demain, on pourrait très très bien considérer que le logement est un bien de première nécessité et qu'on va surtout faciliter cette transition de bureau en logement et baisser la TVA sur ces sujets pour pouvoir faciliter ce type d'opération. Merci. Vous êtes, je ne vais pas trahir le secret, il y a pas mal d'acteurs de l'immobilier dans la salle ce soir. Est-ce que vous êtes un acteur national de l'immobilier? Est-ce que vous sentez quand même un soubresaut aussi dans la profession? Ou est-ce que vous restez quand même l'exception? Non, je disais tout à l'heure, il y a cette voiture-balai de la réglementation que moi j'appelle de mes voeux de pouvoir continuer à avancer. On n'est pas les seuls sur cette voie et heureusement. En revanche, les acteurs, je dirais, classiques, parce qu'eux aussi ils ont une taille qui est extrêmement importante. Moi, la taille de ma boîte, j'ai 200 salariés. Il y a des acteurs qui sont beaucoup plus gros que ça et je vois l'énergie que je déploie depuis 7 ou 8 ans pour transformer ma structure, transformer ces pratiques, aligner les équipes sur notre raison d'être au quotidien.
Je prends un exemple, hein, nous quand on a transformé notre boîte en société à mission également, tous nos développeurs sont partis, tous, c'est vraiment quasiment du jour au lendemain. On leur a expliqué qu'on allait faire les choses autrement, que ça allait être plus compliqué, et quand on a des collaborateurs dont l'objectif c'est de développer, de faire du chiffre, ils préfèrent aller ailleurs où c'est plus simple. Donc forcément, ça fait des dégâts. Il a fallu reconstruire une équipe, mais en même temps, les gens qui venaient chez nous savaient pourquoi ils venaient chez nous et sont beaucoup plus alignés. Donc on a, et donc je vois l'énergie, ce que je disais tout à l'heure, l'énergie que ça nécessite, et donc l'énergie que ça peut demander à des boîtes qui sont beaucoup plus grosses, et même pour certaines d'entre elles, je ne vois pas très bien l'issue de la transformation sur des boîtes qui comportent plusieurs milliers de salariés. Mais heureusement, on n'est pas les seuls à bouger, et je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Mathias. Après l'immobilier, on change de secteur avec Karine. Karine Forien, je rappelle que vous êtes Senior Vice President Stratégie, RSE et Communication de Renault Trucks, qui est basée en région lyonnaise. Merci d'être avec nous, Karine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le chiffre que vous avez choisi ? Merci Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, j'ai choisi le chiffre 7%. 7%, c'est la part des émissions totales de CO2 en Europe qui proviennent du transport routier de marchandises. Alors voilà, quand on travaille chez Renault Trucks, qu'on fabrique des camions depuis 1894, qu'on est, on va dire, une marque un peu de référence avec des camions qui roulent sur les routes du monde entier, on prend évidemment notre part de responsabilité dans ce dérèglement, dans ce chiffre-là, évidemment. Et on est évidemment une partie importante du problème, mais en même temps, le côté sympa, c'est qu'on est aussi ceux qui vont pouvoir amener la vraie solution à ce problème-là. Et donc, finalement, je me dis toujours, où mieux ailleurs que chez Renault Trucks, on peut vraiment avoir de l'impact, on peut vraiment changer les choses pour de vrai. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, en travaillant chez Renault Trucks, d'être au cœur un peu du réacteur de la transition énergétique. En plus, ça me permet, moi, d'aligner aussi des valeurs, des convictions personnelles, des aspirations personnelles, et d'aligner finalement mon activité professionnelle avec mes convictions. Et c'est en ça que je trouve ça assez engageant. Alors quand on voit ce chiffre-là, 7% des émissions totales de CO2 en Europe qui sont liées au transport routier de marchandises, on pourrait faire le raccourci facile de dire on n'a qu'à interdire les camions. On n'a qu'à supprimer les camions. Et là, je me dis aussi, je pense que c'est important, je voulais le partager aussi avec vous, c'est de se rappeler quand même que le camion, il est quand même le maillon clé d'une société moderne. Il transporte l'ensemble de nos biens et de nos services qui sont indispensables à la vie quotidienne. Sans camion, il n'y a pas vraiment de société. On dit souvent que sans le camion, il n'y a pas de denrées alimentaires dans nos supermarchés ou dans nos restaurants. Sans camion, il n'y a pas de médicaments dans nos pharmacies ou dans nos hôpitaux. Sans camion, il n'y a pas de transport de matériaux de construction pour construire nos infrastructures. Il n'y a pas de transport de matières premières pour faire fonctionner nos industries. Il n'y a pas de transport de nos énergies. Donc voilà, le camion, c'est vraiment lié au fonctionnement de l'économie moderne et c'est un peu le maillon clé entre des centres de production, des centres de distribution, des centres de consommation. Et voilà, donc au-delà du rôle prépondérant qu'on a à jouer pour agir sur ce chiffre-là et limiter et faire en sorte de diminuer notre part, en tout cas des émissions, pour moi, c'est aussi intéressant de se rappeler l'utilité de notre rôle dans la société, de notre rôle de constructeur de camions. Et finalement, je pense que c'est ce caractère d'utilité publique, si j'ose, mais en tout cas qui fait de nous une entreprise un peu à impact, où j'ai l'impression qu'on a effectivement cet impact-là. Alors justement, on vous a aussi invité parce que Renault Trucks est effectivement une des plus vieilles sociétés du territoire lyonnais, mais aussi une des premières à avoir pris le virage de la CEC avec un réel engagement et un repositionnement assez majeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les leviers que vous avez mis en place et puis comment c'est perçu, puisque je rappelle que vous êtes un groupe suédois, donc comment s'est accompagné ce positionnement ? Alors oui, peut-être effectivement, tu fais bien le rappeler, Emmanuel, quelques mots sur Renault Trucks. On est le seul fabricant de camions en Europe, parmi les 7 constructeurs européens. On est ancré sur le territoire depuis 1894, comme je le disais, 130 ans. C'est
c'est 9400 collaborateurs dans le monde, c'est 8000 en France, c'est 5000 sur le territoire. D'ailleurs, ce qui fait de nous le premier entrepreneur privé du territoire, premier employeur privé du territoire. On fabrique à peu près 70 000 camions par an, du petit camion jusqu'au gros camion. Voilà, et effectivement, on a cet ancrage local important. Qu'est-ce qu'on fait pour agir justement dans cette voie-là? Et tu le rappelais aussi, Thomas, tout à l'heure. De la même manière pour nous, ça me fait toujours un peu mal de me dire qu'on bouge parce qu'on a une réglementation hyper exigeante, mais on est nous aussi une entreprise soumise à une réglementation extrêmement exigeante en termes d'environnement. On a les réglementations CO2 au niveau européen qui nous obligent à réduire nos émissions de CO2 de façon drastique. C'est 15% de réduction qu'on doit faire en 2025 par rapport à 2019. C'est moins 45% en 2030 par rapport à 2019 et ça sera moins 90% en 2040 par rapport à 2019. Donc en fait, en gros, la décarbonation, on n'a pas le choix, c'est sûr que c'est au cœur de notre stratégie d'entreprise, c'est notre raison d'être en fait. Si on veut continuer à exister demain, on doit être dans la décarbonation. Mais au-delà de cette exigence réglementaire, nous on va un peu plus loin, on donne encore plus d'ambition au niveau du groupe Volvo et chez Renault Trucks. Et nous, on a pris l'engagement, donc Science Based Target, SBTI, on a adopté en fait le scénario limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et d'être net zéro en 2040, donc un peu avant l'échéance réglementaire de 2050. Ça nous oblige forcément à repenser nos modèles de production. On va même pousser l'idée de dire, bah oui, c'est une réalité, on vendra moins de camions demain, donc on est vraiment dans cette un peu sobriété un peu commerciale, mais on vendra des camions qui seront plus sûrs, plus efficaces, plus vertueux, plus optimisés. Et puis, ça nous oblige aussi à repenser aussi même nos modèles économiques. On n'est plus à vendre absolument de camions et on est aussi dans des modèles d'économie circulaire, de location, on parle de transport as a service, voilà, donc on repense un peu tous ces modèles-là. Mais on se focalise surtout sur 3 piliers parce que quand on est un constructeur de camions et quand on regarde nos propres émissions de CO2, on s'occupe de nos 3 scopes, le scope 1, le scope 2, le scope 3, mais en tant que constructeur de camions, 95% de nos émissions sont liées à nos camions qui sont en circulation sur les routes. Donc c'est évidemment ça notre levier principal pour agir. Donc on a 3 moyens d'agir. Le premier, c'est l'électrification. Donc ça, on a engagé, nous, et c'est vraiment aujourd'hui une réalité industrielle et commerciale. Hein. On a mis sur la route des camions électriques depuis 2020. On a à peu près 2000 camions qui roulent aujourd'hui. On parcourt à peu près 30 millions de kilomètres. On a économisé à peu près 29 000 tonnes de CO2. Je voulais juste te dire, les camions, c'est une réalité, ça existe pour de vrai. On a aujourd'hui une offre, des camions électriques. On a une offre complète de camions, de camions électriques, du petit camion électrique qui fait le dernier kilomètre en ville jusqu'au gros camion routier qui va faire du transport international. On a même de la cyclo-logistique parce que pour accompagner le dernier kilomètre, on fait aussi de la cyclo-logistique, on fait aussi des vélos électriques. Et quand on regarde l'électrification d'un camion diesel, d'un camion par rapport à un camion diesel, et si on compare en fait le poids des émissions de CO2 entre les deux, un camion électrique, c'est 80% de réduction d'émissions par rapport à son équivalent diesel. 80% d'émissions en moins en prenant du puits à la roue et même du berceau à la tombe, en considérant en fait ce qu'on va prendre comme matière pour extraire les émissions de CO2 pour l'extraction des camions jusqu'à son recyclage, c'est 80% d'émissions de CO2 en moins. Donc voilà, donc ça c'est notre premier levier. On ambitionne de faire 50% de camions électriques d'ici 2030. Je ne vais pas vous cacher qu'on est loin de l'objectif, et j'y reviendrai après. On est loin d'atteindre cet objectif-là parce qu'évidemment, aujourd'hui, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour qu'on arrive à réussir à franchir cet objectif-là. Mais en tout cas, l'électrification des camions, premier axe important. Deuxième axe,
Quand je dis que 50%, on ambitionne que 50% de nos camions soient électriques en 2030, ça veut dire que 50% fonctionneront encore au moteur thermique. Donc on travaille aussi, et c'est aussi au cœur de nos préoccupations, à travailler sur la réduction de consommation de nos camions. On travaille sur l'aérodynamisme, on travaille sur l'amélioration des motorisations, on travaille sur la résistance au roulement avec les pneumatiques. Chaque gain de CO2, chaque gain de consommation de litres au 100 gagné, c'est autant de CO2 qu'on gagne et qui nous permettent aussi de réduire nos émissions. Et puis le troisième volet extrêmement important qui prend de plus en plus de place et qui est en lien aussi avec l'évolution de nos business models, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire dans les camions, c'est vraiment pour puiser moins de ressources et moins de matières premières, réduire notre empreinte environnementale. Et là, c'est penser la deuxième vie, la troisième vie du camion, son réemploi jusqu'à son recyclage. Et là, on travaille, on va dire, sur 3 piliers sur l'économie circulaire. On en a beaucoup discuté aussi avec Emeline et au niveau de la métropole, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. L'économie circulaire, c'est d'abord, nous, on va régénérer nos camions. Donc, comme on a un téléphone portable reconditionné, on va reconditionner des camions d'occasion. C'est-à-dire qu'on va leur remettre des nouveaux softs, des nouveaux logiciels, on va les remettre à niveau pour leur donner une deuxième vie et pour doubler quasiment la durée de vie de nos camions. Donc ça évite de produire du neuf. On va travailler sur ce qu'on appelle reconvertir, c'est-à-dire qu'on va changer l'usage de nos camions. On peut avoir, par exemple, transformer un camion routier en camion de construction pour répondre à une nouvelle demande du marché si on a un manque de camions d'occasion de construction à un moment donné. On va reconvertir des camions, des tracteurs en porteurs. On va reconvertir des camions diesel en biocarburant ou on va rétrofiter des camions diesel en électrique. Donc ça, cette reconversion, se donner un nouvel usage à nos camions, c'est aussi une voie extrêmement importante. Et le troisième pilier de l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle le réemploi. C'est-à-dire qu'une fois que nos camions sont usés, on va récupérer des organes phares, le moteur, la boîte, le pont, et on va les rénover. C'est-à-dire qu'on va les remanufacturer en usine. Et ça nous permet de réduire considérablement les émissions de CO2. C'est 60% d'impact en moins par rapport à la production d'une pièce neuve. Sans compter le fait qu'on ne produit pas de nouveaux camions. Donc c'est aussi des ressources préservées, des économies d'eau, des économies d'énergie, etc. Voilà. Donc ça, c'est nos 3 piliers, c'est nos 3 leviers d'action, l'électromobilité, travailler sur l'optimisation des camions diesel et l'économie circulaire. Merci beaucoup Karine. Une dernière question, est-ce que Renault Trucks, il y a un modèle Renault Trucks, y compris par rapport au positionnement du groupe suédois, ou est-ce que vous faites figure d'exception, pareil, ou est-ce que finalement il y a aussi un mouvement qui se met en place? Alors le mouvement, il se passe au niveau... encore une fois, le mouvement, c'est notre industrie. Encore une fois, c'est la réglementation qui nous oblige effectivement à ce basculement. Donc on suit la même mouvance que le groupe. Mais justement, je voudrais revenir sur une chose, c'est quand je disais on ambitionne 50% de véhicules, de camions électriques en 2030, on en est très très loin. Aujourd'hui, quand on regarde la part des camions électriques en Europe, c'est 1,3% des camions aujourd'hui qui circulent et qui sont électriques. Donc, il nous reste 5 ans presque pour passer de 1,3% à 50%. Autant vous dire que ça va être effectivement compliqué. C'est compliqué parce que d'abord, la réglementation, elle pèse essentiellement sur nous, les constructeurs. C'est-à-dire que nous, si on ne réussit pas cette décarbonation, le poids des amendes, il est tel qu'on n'existera plus demain. Donc en fait, nous, on n'a pas d'autre choix que de décarboner. Mais il faudrait que toute la chaîne de valeur ait aussi cette obligation. C'est-à-dire que nos transporteurs, les chargeurs, c'est-à-dire ceux qui achètent du transport, il faut qu'à un moment donné, on se mette en mouvement collectif. Et là, je rejoins tout ce que vous avez dit, c'est qu'on ne va pas y arriver tout seul. Et la solution, elle réside dans la coopération entre l'ensemble des acteurs. Encore une fois, le privé, le public, on a besoin aussi des collectivités locales. Et quand on regarde l'équation, les camions, c'est bien, ils sont là, ils existent, mais maintenant, il nous faut les infrastructures de charge qui vont bien pour pouvoir les charger. Il nous faut l'énergie décarbonée. Alors, on est en France, on a le nucléaire, donc ça, pour nous, en France, c'est OK. Mais nous, à l'échelle du groupe, au niveau mondial, la Pologne, l'Allemagne, on a besoin vraiment d'accélérer cette énergie décarbonée pour alimenter nos camions électriques.
On a besoin des infrastructures de charge et on a besoin aussi d'avoir le réseau électrique qui soit dimensionné comme il faut. Donc encore une fois, tout seul, on n'y arrivera pas. Et justement, c'est ça en fait la transition énergétique, c'est comment on coopère, les partenariats qu'on va pouvoir faire avec l'ensemble des différents acteurs pour y arriver. Merci beaucoup, Karine. Et puis, troisième secteur d'activité, la banque et la finance. Pierre-Henri Grenier, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur exécutif de la Banque de la Transition énergétique, directeur général adjoint de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous décrypter ce chiffre que vous avez choisi? 6 000 milliards. C'est beaucoup. C'est le montant de l'épargne des Français. Sans compter le patrimoine immobilier, l'épargne financière. Et je voudrais mettre ces 6 000 milliards en relation avec le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz de l'année dernière, qui parlait d'un montant d'investissement nécessaire pour la transition énergétique de 66 milliards par an jusqu'en 2030, ce qui semble assez irréaliste au regard du budget de l'État aujourd'hui, mais qui donne espoir si on le rapproche de 6 000 milliards. Parce qu'on se dit qu'il suffirait de flécher 1% par an de l'épargne des Français vers des investissements de transition énergétique pour qu'on puisse résoudre l'équation. Voilà. Et il y a un enjeu de pouvoir réorienter l'épargne vers la transition. Alors justement, avec la Banque de la Transition énergétique, quel est le positionnement que vous avez pris? Quel est votre engagement au service de l'impact? Alors, nous, on est une banque coopérative, banque populaire, on est une banque coopérative. Nous, notre raison d'être, c'est la prospérité durable des hommes et des femmes qui travaillent sur notre territoire. Voilà. C'est la prospérité, c'est la durabilité des entreprises de notre territoire. On est une banque populaire, surtout une banque d'entreprises. Et on a aussi nous-mêmes, et puis moi je suis à la conviction qu'il n'y aura pas de durabilité sans transition. Donc on va... Et puis nous-mêmes, on est obligés de participer à la transition de nos clients. Puisque notre prospérité en tant que banque, elle est totalement liée à celle de nos clients. Si nos clients se portent mal, ils ne remboursent pas leur crédit. Donc on a un besoin, on a des destins qui sont liés. On est concerné, mais on est aussi impliqué parce qu'on est, nous, banque de proximité, banque de terrain, une partie de la solution. Et on va être une partie de la solution sur un angle macroéconomique et sur un angle microéconomique. Sur l'angle macroéconomique, c'est ces fameux 6 000 milliards. Qui est-ce qui est capable de faire cette transmutation de l'épargne en crédit? Sinon des banques de proximité. C'est notre métier. À la Banque de transition énergétique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert des livrets de transition énergétique, des comptes à terme de transition énergétique, avec cette promesse que toute l'épargne qu'on allait collecter sur ces livrets serait exclusivement affectée à des crédits de transition. Et ça fonctionne. On a levé en 4 ans, on a levé 400 millions, on a reprêté 550 millions. Au niveau national, avec les autres banques de transition énergétique, on a 900 millions d'épargne, on a atteint les 1 milliard de crédits. Ça fonctionne. Et avec cette promesse, ce fléchage sincère, cette capacité de démontrer que sur 1 000 euros d'épargne, pour 1 000 euros d'épargne, on économise 190 kg de CO2. Voilà, il faut flécher, il faut rendre confiance. Le milieu bancaire n'a pas toujours une bonne image. Et puis après, on a un autre enjeu cette fois-ci qui est microéconomique. Nous, la Banque populaire, on est une banque, je vous l'ai dit, de PME beaucoup. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise, quand on leur parle de transition, d'adaptation, d'atténuation, ils sont un peu perdus, surtout pour une PME. Et en qui ils ont confiance? Ils ont confiance dans leur expert comptable et leur banquier. Et quand c'est le banquier qui a cette capacité à apporter des solutions, alors on est écouté. C'est pour ça qu'on a créé, mais je crois beaucoup à l'écosystème régional, c'est pour ça que j'ai créé tout un écosystème d'entreprises partenaires, parce que moi je suis qu'un modeste banquier, c'est pas moi qui ai monté sur les toits pour mettre des panneaux, je ne sais pas faire. Donc on a tout un écosystème d'entreprises partenaires qu'on a sélectionné, qualifié et qu'on va prescrire à nos clients. Et puis s'ils font affaire, on les financera. Qui sont vos principaux clients? Est-ce qu'il y a une typologie type? C'est beaucoup des PME. Moi, je pense que de toute façon, la transition, ça va être une question d'offre. Il faut que l'offre,
elle soit la moins émissive possible, la plus respectueuse de l'environnement. Il faut une offre responsable. Ce n'est pas la demande qui va tirer la transition. Donc nous, on a vraiment sur les chefs d'entreprise, notre cible, c'est les chefs d'entreprise. Il y a ceux qui ont fait la CEC, qui ont des convictions, qui sont engagés dans une économie régénérative, c'est génial. Ça, il y en a, ça marche. Voilà. Moi, j'ai fait la CEC l'année dernière, c'était passionnant, on est engagé, c'est parfait. Et puis pour beaucoup, les vrais leviers, c'est d'abord ce levier de vendre. Une entreprise est là pour vendre, il ne faut pas oublier, c'est le métier de base d'une entreprise, c'est de vendre et puis de dégager de la rentabilité pour investir derrière. Et il faut qu'on puisse agir sur rentabilité et sur la vente. Je prends l'exemple de la crise ukrainienne, l'explosion du prix de l'énergie. Jamais il y a eu autant de projets pour autoproduire son électricité ou baisser ses consommations. Parce que ça tapait le porte-monnaie. Mais ce n'est pas ça le plus marquant. Le plus marquant aujourd'hui, c'est la CSRD. Comme on en a parlé, parce que la CSRD, ça tape directement la compétitivité des entreprises et leur capacité à vendre. Les patrons de PME, ils ont cru pendant longtemps que la CSRD, c'était pour les grands groupes qui n'étaient pas concernés, etc. Or, ils n'ont pas vu que les grands groupes, ils raisonnent en scope 3. Et qui dit scope 3, ça veut dire qu'ils vont demander aussi des comptes à leurs parties prenantes, dont leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Et donc là, on voit énormément d'entreprises, PME, qui sont étranglées parce qu'ils savent que s'ils n'arrivent pas à améliorer leur processus, qu'ils soient plus vertueux, moins émissifs, ils vont perdre des marchés. Et donc la CSRD, elle a engagé une dynamique de réduction, de transition, d'atténuation extraordinaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas revenir en arrière. Vraiment, clairement, cette CSRD, parce que ce n'était pas réglementaire. Pour une PME, ce n'est pas réglementaire, c'est le business qui est touché. Et ça marche. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe aux questions. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Thibaut, Aurélie, merci à vous trois. Alors, c'était une question pour une entreprise en particulier, on va la poser aux trois. Dans une logique de résilience, de robustesse, de soutenabilité, à quoi avez-vous renoncé? Dans une logique de soutenabilité et de robustesse, à quoi avez-vous renoncé? C'est une question pour vous trois. Vous bousculez pas. À quoi on a renoncé au niveau de l'entreprise? Le modèle de dire que finalement, nous en tout cas, de se dire produire du neuf, c'est plus notre unique finalité. On n'est pas là pour toujours vendre plus, etc., mais vendre différemment. Tout ce que j'ai expliqué sur l'économie circulaire, sur le fait d'améliorer la durée de vie de nos produits, de leur donner des deuxièmes vies, des troisièmes vies. Voilà. Donc, on renonce peut-être au modèle productif à tout prix qui a régi nos industries depuis la nuit des temps. Pour autant, sans oublier le fait qu'on évidemment à la fin, on doit quand même effectivement gagner de l'argent, on doit dégager des profits. Donc voilà. Donc la difficulté, c'est de réconcilier ces modèles-là avec comment on continue et comment on continue à vivre demain et à faire vivre les salariés de nos entreprises pour faire en sorte d'être pérennes. Mais c'est toute voilà. Donc je dirais plutôt le modèle un peu plus productif. Merci. Mathias ? Nous, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, nous on a renoncé aux opérations immobilières qui ne servent à rien. Et ça a l'air d'être bizarre un peu de dire ça comme ça, mais savoir répondre à une question toute bête qui est quand on démarre un projet, à quoi et à qui ça va servir, pardon, je me répète un peu de par tout à l'heure, mais c'est vraiment par ça qu'on commence aujourd'hui. C'est hyper important parce que ça arrive à tous les acteurs de l'immobilier, ça nous est arrivé à nous aussi. On n'a rien de parfait dans tout ce cheminement depuis presque 20 ans maintenant. On a extrêmement difficile de répondre à cette question quand on s'embarque dans un projet qui est un projet purement financier, qui tourne financièrement, mais dont on ne comprend pas et dont le premier voisin ou la première voisine va vous poser la question « Pourquoi vous faites ce projet ?» et sur lequel on ne va pas pouvoir répondre. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Merci. Pierre-Henri ? C'est la grande question, ça. C'est la grande question de savoir renoncer. Voilà. Donc, je me souviens, à la CEC, c'était dans notre question, c'était cette question de la renonciation qui est vraiment au cœur du modèle économique, parce qu'on ne peut pas
continuer comme ça. Hein, donc il y aura des renonciations. Voilà. Et donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas renoncé à grand-chose au sein de la banque. Mais c'est l'enjeu qu'on a. Hein, c'est vraiment l'enjeu qu'on a. C'est l'enjeu qu'on a aussi d'arriver de manière plus systématique à mesurer l'impact des projets qu'on finance. Et puis, à un moment donné, il faudra dire que quand l'impact il est vraiment désastreux, on arrête de financer. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a une autre question, pardon? Alors, on en a pas mal, oui, on en a, mais après, voir au niveau du temps, si ça peut tenir encore. Ce que je propose, c'est qu'on avance. passe au troisième panel et on prendra toutes les dernières questions à la fin, si c'est OK pour vous. Ça marche. Parce qu'on a quand même encore un troisième volet, le volet des territoires. Normalement, il y a un petit jingle, mais moi, c'est pas grave. Je suis très heureuse d'avoir, last but not least, un duo féminin et européen. Donc ça me tenait à cœur. Merci beaucoup à toutes les deux de conclure cette table ronde. Je vais me tourner vers vous, Clarisse, pour commencer. Clarisse, vous êtes depuis 3 ans la directrice générale d'Helsinki Partners. Donc c'est l'agence de développement économique de la métropole d'Helsinki qui pilote les questions de marque, d'attractivité économique, touristique, d'accompagnement des startups également. C'est un peu l'homologue d'Onlyon & Co. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement exprès pour nous ce soir. Et je sais, sans trahir un secret, que vous étiez très heureuse de répondre à notre invitation. Vous avez répondu très vite favorablement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, je précise en français, mais s'il y a un problème, vous pouvez parler en anglais et on vous aidera. Ça marche? Oui. Je vais essayer de parler français, mais si je ne trouve pas les mots, je vais le dire en anglais. En fait, j'ai fait des études ici à Lyon il y a 30 ans, à l'École supérieure de commerce de Lyon, à Écueillé à l'époque. Qui est aujourd'hui l'EM Lyon. C'était vraiment super, mais ça fait bien 30 ans. Et il y a beaucoup de mots qu'on n'utilisait pas à l'époque, comme décarbonisation et tout ça, mais oui, je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'image que vous avez sélectionnée pour introduire votre propos sur l'impact? Oui, c'est peut-être un peu différent que les autres images ici. Ce sont 2 images prises à Helsinki, tout à fait devant la ville, et en été et en hiver. Et c'est très important pour nous, les Finlandais, d'avoir ces saisons, ces contrastes, de pouvoir patiner, comme dans cette image, pendant l'hiver sur la mer glacée, et même conduire les voitures sur la mer glacée, et puis en été, être tout à fait normalement dans l'eau, en bateau. Et ces hivers-là, c'est maintenant un luxe pour nous. Ça, c'est pas toutes les années. Et quand j'étais petite fille, c'était toujours qu'on pourrait voir glace et les hivers vraiment intenses. Et pour nous, en Finlande, c'est vraiment une démonstration qu'il y a un problème dans le monde. Alors justement, vous parliez du lien des Finlandais avec la nature, mais on sait aussi que la Finlande est connue pour être le pays le plus heureux du monde. C'est un classement qui sort chaque année, ça ne se dément pas. Est-ce que vous diriez que c'est justement votre relation à la nature et est-ce qu'il y a un modèle finlandais sur l'impact? Comment, par rapport à ce que vous venez d'entendre, vous vous positionnez? En fait, je crois qu'il y a un lien entre cette liaison, cette relation avec la nature et puis le fait qu'on est heureux. Il faut dire que je crois que ça fait maintenant 7 ans qu'on a été voté ou nommé le peuple le plus heureux du monde entier et je crois que les Finlandais sont les plus surprises de cette... Nous ne pensons pas vraiment que nous sommes heureux. On n'est pas heureux d'une manière américaine. C'est plutôt un peu différent. Mais je crois qu'il y a beaucoup à faire avec le fait qu'on a vraiment cette relation avec la nature et aussi le fait qu'il y a seulement 100 ans qu'on était vraiment le pays parmi les plus pauvres de l'Europe
Et notre croissance a seulement à faire avec l'éducation des gens. Et il n'y a pas beaucoup de richesses de nature, des forêts, oui, mais autrement, la croissance a été tout à fait faite avec l'éducation. Et le fait qu'on est progressive, par exemple, avoir une relation homme-femme très égalitaire, c'est pas parce qu'on a voulu être très moderne, c'est parce qu'on n'a jamais eu la possibilité de faire que la moitié de la population n'aurait pas été active dans l'emploi. C'est seulement parce qu'on n'a pas eu les possibilités de faire autrement. Et je crois que aussi avec la durabilité, c'est la même chose. Pour les entreprises finlandaises, il y a longtemps qu'on a trouvé que la concurrence, on peut gagner par être plus durable ou trouver des solutions plus durables, qu'on peut aussi vraiment faire de l'économie par être plus durable. Déjà, quand j'étais petite fille, la circulation des déchets était tous les jours. On a toujours fait ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a commencé à faire il y a 10 ans. C'était tout à fait naturel. Alors, on travaille ensemble dans le réseau Choose Europe, qui a vocation à promouvoir les valeurs européennes comme modèle d'investissement. Et dans ce cadre-là, on travaille avec Thibaut, que je salue, qui est Monsieur Question ce soir, sur un projet européen qui nous a permis de découvrir, comme le disaient très justement Thomas et Antoine au départ, qu'en Europe, on n'a pas tous les mêmes défis en termes d'impact. Par exemple, l'eau n'est pas un problème à Helsinki, alors qu'en région lyonnaise, la ressource en eau est une vraie préoccupation et à très court terme. Quels sont les principaux défis que vous avez, vous, sur l'impact? Je dirais qu'on regarde toujours 3 secteurs. C'est l'énergie, et puis c'est les transports, et puis c'est la construction. Et la Finlande a comme ambition d'être, qu'est-ce que c'était le mot, net zéro, carbone neutral. Neutralité carbone en 2035. Et Helsinki a l'ambition de l'être 2030. Alors, vraiment, les ambitions sont grandes. Et je dirais que dans la construction, déjà, ça va déjà très bien. Il y a de nouvelles lois l'année prochaine qui vont encore faire que on doit les considérer en construction. Et Helsinki est très progressif en ça. Aussi avec l'énergie propre. Peut-être parce que nous avons cette frontière de 1350 km avec la Russie. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais, parce qu'on a une histoire assez douloureuse, jamais eu confiance en Russes. Alors, nous avons toujours voulu être tout à fait indépendants dans l'énergie. Et c'est pour ça qu'on a investi tellement dans l'énergie propre. On n'a pas voulu avoir cette même situation qu'en Allemagne, par exemple. Et c'est pour ça que, comme énergie, aussi, on est très progressif. Mais c'est dans le transport que c'est le plus difficile, vraiment, de le faire que nous pouvons, parce que ça a beaucoup à faire avec les individus. Et il y a beaucoup à faire pour que ça puisse être aussi dans notre culture de vraiment vouloir décarboniser les transports. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'était très bien. Vous avez aussi un autre lien avec Pierre-Henri, qui est que Helsinki est connu pour accueillir chaque année le salon Slush, oui. Auquel participera d'ailleurs une délégation d'Only Lyon & Co et de la CCI avec des startups du territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Slush et pourquoi vous avez pris ce positionnement et un peu nous expliquant la vocation de Slush et pourquoi c'est à Helsinki et comment vous en avez fait un levier de votre positionnement? Bon, Slush a été commencé par des étudiants.
Et c'est encore tout à fait géré par les étudiants. Nous, comme Helsinki Partners, nous sommes un sponsor et je peux vous dire que ce n'est pas très facile de faire ça parce qu'il y a toujours, chaque année, il y a un nouveau, quelqu'un qui a 22 ans et qui sait tout. Et slash, mais c'est justement pour que ça a été géré par les étudiants que ça a eu une fonction tout à fait unique. Et maintenant, je crois qu'on a 15 ans de slash et les investisseurs du monde entier viennent à Helsinki en novembre. Et il y a cette fantastique bannière à l'aéroport, toujours, et ça c'est en anglais, il dit who in their right mind would come to Helsinki in November? You badass. C'est ça qui est le banner. Et c'est énorme et ça a vraiment aussi commencé un mouvement parmi les étudiants et parmi les entrepreneurs, pas seulement en Finlande, mais dans tous les pays nordiques. Et il faut dire que beaucoup des entrepreneurs dans Slash ont quelque chose à faire avec soit de changer le monde pour le mieux et beaucoup à faire avec cette green transition. Voilà, c'est un événement donc, qui est dédié à la recherche de fonds pour soutenir les entreprises à impact innovantes. Oui. Est-ce que vous avez un positionnement très start-up? Est-ce que vous misez beaucoup sur le digital ou est-ce que c'est simplement un moyen pour transformer plus globalement votre société? Je crois qu'il y a une culture qu'il faut créer des sociétés qui changent le monde. Et oui, c'est digital, tout est digital en pays nordique, mais je dirais que ce n'est pas seulement ça. La culture de Slash n'est pas seulement cette culture de faire des millions, c'est pas ça, c'est autre chose. Et je ne crois pas que ça aurait pu avoir une culture spécifique sans cette culture. Et puis le fait qu'il y a toujours une nouvelle génération d'étudiants qui le font chaque année. Je vous recommande de venir à Helsinki pour Slash. Merci beaucoup, Clarisse. Avant de prendre les questions de la salle, on a donc, je donne la parole à Emeline Baume. Je rappelle, Emeline, que vous êtes première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique, de l'achat responsable. Est-ce que vous voulez bien nous commenter la slide que vous avez choisie? Alors, donc quand Emmanuel m'a posé la question, je me suis dit, je vais répondre quand même avec ma figure d'élu local. Mais à la différence de toutes celles et ceux qui sont là, j'ai un petit rôle particulier, c'est-à-dire que je suis engagée, j'ai une responsabilité, je travaille avec des équipes, j'ai aussi une forme de mesure d'indicateur de performance, mais je suis issue, la place que j'ai, la mission que j'ai, elle est issue d'un choix délibéré d'habitantes et d'habitants, et donc je suis encore un peu plus un être sensible que chacune et chacun de celles et ceux qui ont pris la parole, qui ont de l'expertise, de la compétence, de l'envie d'agir, qui ont vécu des CEC. Et donc j'ai choisi de parler de 2019, l'année des marches pour le climat, après, entre autres, l'appel de Greta Thunberg, avec des jeunes, justement, pas nécessairement tous étudiants, beaucoup lycéennes et lycéens qui ont fait des grèves de scolarité en Allemagne et ailleurs, dans les pays du Nord. Et donc moi, en 2019, ça fait déjà un bout de temps que je suis militante de l'écologie politique. J'ai adhéré dans un mouvement politique qui n'était pas très sexy, très convivial, mais pas très sexy, dans le courant du tout début des années 2000. Et en 2019, je suis déjà maman, j'ai des enfants. Il ne fait pas toujours beau à Lyon. Et je me souviens très bien, mais extrêmement bien, d'une marche pour le climat où on avait décidé de se tenir la main sur toute la presqu'île de Lyon. La presqu'île, c'est grand. Il pleuvait des cordes, mais vraiment, il faisait froid. Il pleuvait. J'étais avec mes 2 filles, toutes petites. Elles sont restées avec moi. Pendant 5 heures, on s'est tenu la main avec des gens que je ne connaissais pas, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la force de ces marches pour le climat, c'est que ça a mobilisé
ce qu'on appelle la société civile organisée, des vrais hommes et des vraies femmes, des vrais jeunes du quotidien, qui pour certains ont découvert le rapport du GIEC tout seuls et qui étaient éco-anxieux, qui pour d'autres étaient à la Ligue de protection des oiseaux, etc. Et on s'est rencontrés. Moi, je venais d'un monde ultra engagé et j'ai rencontré des gens différents, sous la flotte, avec mes mômes, en assumant de le faire, voilà, et en ayant en tête que peut-être quelque chose se dessinerait. Ce quelque chose est arrivé, puisque en juillet 2020, dans un contexte ultra particulier de crise sanitaire, une élection hyper bizarre, et on en a pleinement conscience, à titre personnel j'en ai pleinement conscience, on n'a pas été choisis comme étant les meilleurs et les plus forts et les plus sexy et les plus conviviaux, on a juste été choisis localement, hein, les écologistes, juste pour tester autre chose. Voilà, le territoire a vécu très longtemps avec un homme qui depuis est décédé et a fait beaucoup de choses pour transformer le territoire, Gérard Collomb, et il y a des hommes et des femmes qui ont dit « Ok, on teste ça ». Et moi, j'ai bien conscience que c'est ça. Boum. Et du coup, bon, je fais la suite après cette image. Du coup, voilà, me voilà là en responsabilité avec le mantra que je vous ai donné, en plein accord avec Bruno Bernard, transformer le territoire. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit que l'être sensible, Emeline dit « Ok, il faut que vous sachiez aussi, tu l'as dit Karine, mon trip à moi, c'était l'économie circulaire et les déchets. C'était ça mon trip. » Et Bruno Bernard, il me dit un jour d'entre-deux tours, « Emeline, lâche les déchets, s'il te plaît, j'ai besoin de quelqu'un à l'économie, il n'y a que toi. » Pourquoi? Parce que je suis biologiste au départ, j'étais spécialisée dans l'eau, et j'ai repris des études d'économie et je suis devenue économiste. Voilà, et j'avais fait des recherches sur l'économie circulaire. Et donc, bah, moi, je suis loyale et tout, judéo-chrétienne. Bruno me dit ça, je dis, ok, on y va. Ok, on y va, on arrive. On y va à une seule condition. Tu me laisses vraiment travailler sur ce sujet de la transformation. Pas de problème, bien sûr. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se dit, comme ce que vous avez tous dit, on se dit, bon, bah, nous, on est un territoire. On est dans l'économie réelle, on est avec des vrais hommes et des vraies femmes qui ont besoin de se déplacer, d'habiter quelque part, de respirer, de vivre, de travailler, de se sentir utile. Ça, c'est ma chance à moi, contrairement à vous. Moi, je suis un petit acteur dans une grosse bulle qui s'appelle une collectivité territoriale qui a des leviers d'action, donc qui peut mobiliser de l'argent public, de l'argent qu'on met en commun pour agir tout de suite et maintenant et envoyer des signaux positifs aux habitantes et habitants. Et ça, c'est ce que font tous mes collègues. On fait des nouveaux trams, des aménagements, des infrastructures vélo. Pierre Athanase, il plante des arbres. Jérémy Camus, il se débrouille pour qu'on crame pas de la terre agricole et qu'à la cantine de la métropole, on achète des produits issus de paysans et paysannes sur le territoire. Et à l'extérieur, il se débrouille pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui testent cette posture de paysan-paysanne. Ok. J'ai une collègue, Anne Gros-Perrin, il y a quelqu'un qui l'a dit, qui travaille, je crois que c'est Emmanuel, qui travaille sur ce sujet de la désimperméabilisation du territoire. Génial. Moi, je suis celle qui va parler aux acteurs socio-économiques. Waouh. Alors, avec les équipes, on s'est dit d'abord, il faut avoir des objets d'acculturation, de sensibilisation. Il y a la Convention des entreprises pour le climat. On a créé un outil low-tech, en open source, en données ouvertes, qui s'appelle Tumulte, et c'est la voix de Thibaut que vous avez entendue tout à l'heure. Et c'est Thibaut, entre autres, qui a bossé là-dessus, pour faire prendre conscience aux organisations du territoire qu'elles vont faire face à des chocs et qu'il y a des risques. Voilà, il y a le choc humain, tu perds tes salariés parce que tu n'es pas aligné. Il y a le choc d'approvisionnement en eau. Il y a le choc de, en fait, il y a une zone à faible émission, tu es artisan, tu ne sauras pas faire. Et ce jeu, il n'est pas juste là en mode éco-anxiété, putain, c'est des élus écolos, ils sont trop chiant, c'est putain, c'est des élus écolos et en fait ils ont juste envie, tu retournes la carte et hop, il y a une solution. Et il n'y a pas de solution magique, il y a des exemples et il est en constante évolution. Je cite cet exemple-là parce qu'il est lié à autre chose d'assez singulier en France et c'est toujours le même Thibaut. Il va croire que c'est, je ne sais pas si c'est sa fête ou son anniv aujourd'hui, mais c'est comme ça. Mais c'est Monsieur Impact aussi pour l'équipe économique de la métropole de Lyon. On a créé un outil de mesure à 360 degrés des impacts d'une organisation sur le territoire. Et c'est pareil, on pose la question, est-ce que tu connais, tout le monde pense à l'énergie, l'eau, les déchets, le mode de déplacement des salariés. Tout le monde ne pense pas à l'égalité femmes-hommes, aux travailleurs en situation de handicap, à la place des seniors dans l'orga, au type de gouvernance. Est-ce que tu as pensé que si tu étais un peu plus vertical, voire même économie sociale et solidaire, voire aller vers le modèle coopératif, tu ne seras pas plus robuste et résilient? Et pour en prendre conscience, effectivement, il peut y avoir son expert comptable, son banquier, et il peut y avoir
avoir juste la rencontre avec un consultant, une consultante, un collectif d'acteurs dans un pôle de compète, un cluster, une association d'entreprises sur une zone d'activité économique qui a joué à tumulte, qui a testé quel impact et qui se dit « Ok, j'y vais ». Une fois que j'ai pris conscience de ça, on n'est pas que là pour ça, hein, le territoire, on a la chance encore, c'est temporaire je pense, d'avoir de l'argent pour aller vers des éco-incitations, c'est-à-dire ok, Emeline, elle est artisan, boulangère, elle a pris conscience qu'elle a un vrai problème d'énergie, elle a fait son diag, elle doit investir. Et bien là, on est au rendez-vous et on est la seule collectivité de France à le faire. On finance 50% de l'équipement ou des travaux. Je le dis, ça ne va pas forcément durer, mais jusque-là, on le fait. Pareil pour l'eau. C'est pas fréquent et on le fait. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on a envie demain, il y a Didier Latapie dans la salle qui représente la Chambre des métiers et de l'artisanat, parce qu'on a envie demain d'avoir des hommes et des femmes qui produisent, qui répondent aux besoins essentiels de l'alimentation, de la réparation, qui soient fiers de ce qu'ils font, ça c'est le job de la CMA, de les mettre en visibilité, de valoriser ces métiers, et qui puissent le faire, qu'il y ait des conditions de production et d'exploitation qui soient pérennes dans le temps. Et comme l'a dit la Banque Populaire, être pérenne dans le temps, ça veut dire maîtriser ses coûts de prod. Et donc, moi j'ai la chance de pouvoir dire, ok, on investit maintenant pour que demain, toi boulangère, tu sois toujours debout. Je termine juste en disant, je fais que des petits exemples singuliers, on est un territoire très industrieux, et Karine l'a illustré, c'est l'histoire du bassin de vie. La ville de Lyon s'est faite grâce à la soie textile qui est devenue la chimie. Et pour porter la chimie, fallait des camions, comme l'a dit le plaidoyer de Karine, fallait des infrastructures routières. À l'époque, c'était ça. Et l'industrie, elle met du temps à pivoter, c'est du temps long. Les stratégies net zéro, c'est, et Karine l'a dit, puis tu l'as dit aussi pour Redman, je crois, c'est horizon 2040-2050. Moi, mon mandat, c'est 6 ans avec Bruno Bernard. Ça se termine au printemps 2026, normalement. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'envoyer des signaux, comme vous faites avec Slush, on va essayer de trouver un bidule pour soutenir les jeunes entreprises innovantes, rentrer au capital et soutenir sur du temps long à un moment bien pourri de la vie d'une entreprise qui s'appelle l'amorçage. C'est pas le prototypage, ça, elles savent faire. Il y a des écoles d'ingé dans la salle, elles aident, elles ont des programmes avec les pôles de compète, avec les clusters, etc. Mais le coup d'après, quand tu es une entreprise en impact, quand tu es un acteur qui porte une solution et qui peut se plugger, se poser en lien avec un grand compte, c'est pas gagné. Tous les banquiers, alors il y a la Banque Populaire, mais il n'y a pas tout le monde. Et donc on a créé un fonds d'amorçage industriel à impact et on est rentré au capital de 8 entreprises. Voilà, on ne gagnera pas d'argent, on n'en perdra pas, mais on n'en gagnera pas. Par contre, on va gagner à accélérer la décarbo du territoire et l'inclusion du territoire. J'ai peut-être été trop longue, mais je voulais vous donner des points positifs pour vous dire que c'est possible quand on est ensemble et qu'on se dit les yeux dans les yeux les choses. Il y a 2 limites, et je l'ai dit dans mon intro. La première limite, c'est temps long, temps court. Moi, je suis redevable sur du temps très court, 6 ans. C'est rien du tout pour transformer. Voilà. Donc, je dois trouver des artifices pour qu'avec Bruno Bernard, que demain, ce soit, si c'est pas Bruno et Emeline, et c'est Pierre et Paul, Jeanne et Thibaut, ils puissent continuer. Donc, il y a une forme de pérennité de l'action publique, et ça, c'est pas facile. Voilà. Deuxième chose, c'est l'acceptabilité. Derrière l'acceptabilité, il y a se poser la question du principe du redistribution en France. Voilà. Et un truc que vous ne savez pas, c'est que les territoires, ils ont perdu le lien direct avec les entreprises. On a la Chambre des métiers et de l'artisanat, on a les consulaires, on a les orgas patronables, mais un entrepreneur, il n'a plus de lien, il n'y a plus ce qu'on appelle la CVAE, vous ne connaissez pas, mais voilà, il n'y a plus de lien fiscal avec sa collectivité. Il demande des choses, et il a raison. Il demande des infras de transport en commun, vélo, piéton, pour ses salariés, et il a raison. Mais il n'a plus ce lien direct. Et il faut qu'on retrouve ce lien direct pour être encore plus main dans la main et avoir les moyens en commun d'utiliser tous les leviers que moi j'ai à côté Métropole de Lyon pour que l'entreprise ensemble, elle aille sur ce qu'elle sait faire et qu'on ait ce bilan positif. Et je suis sûre, et j'en suis certaine qu'on va y arriver. Il n'y a plus de marche pour le climat, mais par contre, mes filles, elles grandissent. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur le chercheur, le premier intervenant, moi je suis sûre que c'est par l'exemple et par le positif qu'on sortira de cette éco-anxiété que vivent un bon paquet de jeunes. Merci Emeline. Juste une précision, parce que
Tu es aussi administratrice d'On Million & Co. On travaille sur une grille de 5 impacts pour essayer d'accompagner des entreprises qui sont utiles au territoire, qui répondent à ses besoins. On le disait, par rapport à nos collègues d'Helsinki, on n'a pas les mêmes problématiques. Quels seraient pour toi les risques les plus forts qui pèsent sur la région lyonnaise? Alors tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel, assez spontanément, nous on a un vrai sujet sur l'eau pour au moins 3 raisons. Alors l'eau en tant qu'approvisionnement pour le quotidien, l'eau potable, parce que vous le savez peut-être pas, mais sur ce territoire, en fait, toute l'eau potable est issue de puits qui sont dépendants d'une seule nappe phréatique. On n'a pas de plan B pour le coup. Voilà. Et dans ce territoire-là, du Grand Est lyonnais, qui comprend un bout de la métropole, on a beaucoup d'agriculteurs qui ont des pratiques agriculturales très intensives, donc qui utilisent des intrants qui polluent la nappe, pour faire très très simple. Et pour eux, c'est extrêmement onéreux de changer de pratique. Et puis, c'est sur du temps long. Et donc, nous, on a ça. Deuxièmement, on est un bassin de vie avec énormément d'infrastructures nucléaires. Donc, ça a un côté génial, c'est de l'énergie décarbo. Ouais, mais ça a un côté moins super. C'est que pour refroidir les sites de production nucléaire, on utilise un fleuve magique qui va de la Suisse jusqu'à la Méditerranée, qui est le Rhône. Et le Rhône a son débit qui décroît d'année en année et sa température qui augmente. Et donc, pas à pas, les gérants de ces sites se rendent bien compte qu'on a un vrai sujet de refroidissement de ces équipements vieillissants en plus. Donc ça, il y a l'accès à l'eau potable, il y a ça. Et puis, il y a un troisième sujet que vous connaissez peut-être bien, et j'ai la chance de beaucoup actionner un levier que je ne vous ai pas, en tout cas une démarche positive qui est zone industrielle bas carbone qui s'appelle Déclic. On est sur un bassin de vie où il y a énormément de chimistes dans la dite vallée de la chimie que vous traversez quand vous allez dans le sud de la France. Et ces organisations-là, elles n'ont pas toutes en tête la directive REACH, pour le dire simplement. Et il y en a certaines qui rejettent dans le milieu des molécules qui sont extrêmement pérennes et pas forcément les plus bienveillantes pour nos corps, de l'ensemble du vivant. Je parle des perfluorés, mais il y en a sans doute d'autres. Si on en cherchait d'autres, on en trouverait d'autres. Et donc, on a un risque aussi de santé là tout de suite. On a une responsabilité d'accompagnement de ces acteurs-là et on l'utilise à plein dès lors que l'État aussi arrive à se mobiliser à fond. Mais je voulais dire, voilà, on a ce risque aussi sur la santé. Et donc, peut-être par rapport à Helsinki et même par rapport à d'autres territoires français, au nord, on en a parlé, ou au sud-ouest, on a ce sujet eau, c'est très très net. Le deuxième autre sujet, ce sont les pics de chaleur, en fait, les périodes plus longues de canicule. Et là, pour le coup, on fait le choix à l'heure actuelle de faire travailler un groupe d'habitants tirés au sort, une convention citoyenne autour de ces objets-là, pour que justement les décisions que va prendre la métropole, qu'on va mettre dans un machin qui s'appelle le plan climat air énergie territoriale, ce ne soient pas des décisions de Bruno, Emeline ou mon collègue Philippe Guelpa-Bonaro en charge de l'énergie et du climat, mais ce soit des décisions largement éclairées, voire même orientées par des hommes et des femmes qui vivent au quotidien sur notre territoire, dans des passoires thermiques, à côté du périph', avec des emplois en horaire décalé, enfin le vrai monde, quoi. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne quand même une ou deux questions. On est en retard, mais c'est ce qu'on appelle, je le dis pour Mathias qui n'est pas lyonnais, on appelle ça le quart d'heure lyonnais. Donc, je crois qu'il y a le quart d'heure un peu partout en France, mais nous on dit qu'il est lyonnais. Est-ce qu'il y a des questions, Thibaut et Aurélie? Alors, on a 5 questions sur le même sujet, donc on se sent obligé de la poser. Est-ce que vous pensez que le CISU peut vous aider à aborder les transitions? Donc, c'est évidemment une question à Clarisse. Oui, le CISU, on a eu beaucoup besoin de ça pendant les années. Et oui, je crois qu'il faut avoir une culture dans la société de vouloir changer des choses. Et quand on a cette culture, on peut changer n'importe quoi. Et bien sûr, il faut dire que quand je vous écoute, il faut aussi comprendre que dans les pays qui sont tellement petites comme la Finlande, nous sommes 5,5 millions. La population est comme les grandes villes. C'est différent. Mais oui, le CISU... Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le CISU? Tout le monde peut-être ne comprend pas. Oui, le CISU, c'est peut-être qu'on pourrait l'expliquer que c'est une ambiance qu'on ne se donne pas. Not giving up.
comment la le dire? combativité, Oui, la persévérance. Oui. C'est ça. Très bien. Merci. Une dernière question? C'est pour boucler la boucle, qui reboucle avec notre premier intervenant. Est-ce qu'un futur souhaitable, désirable, possible pour les territoires et les entreprises qui les composent passe nécessairement par l'Europe? Donc c'est pour à la fois nos deux dernières intervenantes et le premier. On n'a pas entendu le dernier mot. Passe nécessairement par l'Europe. Par l'Europe, pardon. D'accord. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour chacun. Je vous propose, pour ceux qui souhaitent. Ouais, alors attends, je vais lancer. Bon, alors moi, tout de suite, je suis une ultra pro-européenne, donc voilà. À titre perso, pour être engagée dans un mouvement politique très européen, je pense que c'est la bonne échelle, à l'échelle industrielle en fait, pour répondre, enfin, pour avoir des vraies chaînes de valeur robustes. Donc, nécessairement, ça passe par l'échelle territoriale européenne. Je ne vois pas comment le dire autrement. Parce qu'à l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, Pascal est parti, mais il me l'aurait peut-être dit, enfin, je ne sais pas s'il est encore là, Pascal Lemairer, parce qu'on n'arrive pas à faire bouger l'OMC, donc il faut bien voilà, c'est un périmètre qui me semble efficace économiquement, socialement et environnementalement. Mais je peux être contredite complètement, ça ne me dérangera pas. Non, je vais souscrire à ce que vient de dire Emeline, et je rajouterai peut-être qu'en complément, à l'intérieur de ce continent européen, il y a probablement aussi des formes d'action à des échelles territoriales. Ici, on parle depuis tout à l'heure de métropoles lyonnaises qui sont à approfondir. Je prends juste 30 secondes pour parler des travaux récents de l'ADEME, qui a proposé plusieurs scénarios justement applicables pour le coup à la France métropolitaine et dirigeant la France métropolitaine vers la neutralité carbone en 2050. L'un des scénarios détaillés par l'ADEME qui est très intéressant s'intitule « Coopération territoriale » et il est bien question en fait de repenser aux échelles des biorégions, c'est-à-dire aux échelles où on vit ensemble, repenser les modes de gouvernance. Je disais un petit peu plus tôt que j'espère que les étudiantes et les étudiants vont non pas rejoindre simplement un monde des organisations, mais tâcher d'organiser le monde. Ça veut dire aussi peut-être rebalayer les cartes, redistribuer les cartes et fabriquer d'autres formes de prise de décision à ces échelles territoriales, probablement le tout dans une je dirais, comment dirais-je, cohérence à l'échelle européenne qui fixe les cadres. Mais l'échelle territoriale, à mon avis, elle est essentielle, c'est-à-dire retrouver au quotidien la capacité de prendre des décisions avec des acteurs et des actrices qui vont en subir directement les conséquences ou qui vont en profiter directement. Clarisse, sur l'Europe, j'imagine que c'est un levier important pour vous? Oui, je pense que nous sommes très pro-Europe. Peut-être parfois nous pensons qu'il faut que nous sommes un peu mieux que la majorité. C'est toujours un peu... peut-être que c'est parce qu'on n'a pas toujours été en Europe. On voit ça comme un privilège d'être dans cette communauté. Parfois, il y a des choses où on pense que les Européens ne comprennent pas comment nous voyons les forêts, par exemple. Il y a des choses comme ça, mais dans la majorité des cas, je dirais que nous sommes très pro. Mathias, Karine, Pierre-Henri? Non, je n'ai pas rajouté beaucoup de choses ont été dites. En tout cas, c'est sûr que c'est la bonne échelle territoriale à laquelle il faut qu'on travaille. On est tous dans le même bateau sur ce sujet. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est tous soumis au même Green Deal et en même temps, on n'apporte pas tous les mêmes solutions. Et donc, c'est hyper intéressant aussi de voir comment les autres pays vont répondre à ces sujets. Et au travers d'Impact France, par exemple, on est en train de monter des coalitions européennes pour on est allé voir les autres mouvements d'entrepreneurs engagés à travers l'Europe pour essayer de se coaliser aussi de ce point de vue-là. Donc, c'est sûr que c'est la bonne échelle. Rajouter juste une chose, nous on est une entreprise mondiale, donc on ne peut pas s'intéresser évidemment qu'aux réglementations qui se passent en France. Donc pour nous la bonne échelle c'est évidemment l'Europe aussi, c'est sûr. Après la vigilance c'est de garder l'harmonisation entre ce qui est décidé à Bruxelles et les réglementations et comment on va pouvoir les traduire au niveau national pour qu'il y ait cette cohérence-là dans chacun des pays européens pour nous aider aussi nous à flécher nos investissements, nos solutions, nos développements vers une voie unique et qu'on évite la dispersion. Donc c'est vraiment voilà, l'harmonisation et l'articulation qui est absolument entre l'Europe et les États membres pour la réglementation. Ouais, pareil. Entre l'Europe et nos régions et nos territoires.
On a des spécificités territoriales, c'est incontestable. Il faut un cadre européen, oui, mais l'action, elle se passera dans l'environnement territorial. La solution en montagne ne sera pas la même que celle du littoral. Et il faut qu'on conserve cette capacité d'action, de solutions innovantes sur nos territoires. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Avant d'ouvrir la suite de la soirée, je vais vous demander juste 2 petites minutes d'attention parce que je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à cet événement et j'aimerais, si vous me le permettez, qu'on n'en fasse pas une formalité. À Only Lyon & Co, on porte aussi une mission et une conviction qui est que justement la coopération est au cœur de notre utilité et donc tout cela passe par la contribution de nos partenaires, des autres acteurs. C'est pas tout seul qu'on fait, mais on fait toujours avec les autres et donc je voudrais prendre le temps comme il se doit de les remercier. Donc je voudrais vraiment que vous puissiez remercier avec moi les équipes d'H7 et de Culture des Lieux pour leur accueil. Les équipes d'Impact France, je vois Marjolaine, Guillaume Hérisson, évidemment Mathias qui est aussi ici pour représenter Impact France et Mathilde Darro qui est dans la salle. Les journées de l'économie avec Hélène Martinon et toute l'équipe qui nous a permis aussi de faire partie de la programmation. Évidemment, toutes les entreprises qui sont représentées ce soir et vraiment merci d'avoir pris le temps. Je remercie bien sûr les équipes de nos mandants et notamment un grand big up à la métropole de Lyon, les équipes d'Anne-Sophie Peter à la transition des entreprises avec Thibaut et toute son équipe qui ont permis de mobiliser toutes les entreprises que vous voyez dans les corners. Également la CCI Lyon Métropole avec Gaëlle Dupuis que j'ai vu quelque part, Blandine Vignon, merci beaucoup. Et puis bien sûr, un grand merci à toutes les équipes formidables d'Only Lyon & Co. Un big up spécial à Aurélie Magnin qui a vraiment géré la production de l'événement. On va poursuivre avec un temps de networking qui est aussi organisé par 2 de nos partenaires. C'est Le Moulin, un traiteur engagé, puisque oui, la restauration peut être aussi durable et responsable, avec les vins bio OE qui sont faits à Lyon, une très belle entreprise. Et donc, je vous invite à aller voir encore les corners qui vont se réouvrir pendant que vous pouvez dîner. Mais je les remercie aussi toutes les entreprises qui ont répondu présentes dans un temps très court. Et voilà, on espère que ça sera utile pour vous. Et en tout cas, merci beaucoup de votre participation.